faire le générique, là, ça on l'a pas dit, il faut vous chanter. Ah d'accord. Très artisanal, hein. Oui, alors ça tourne. Bonsoir, Boris, merci de nous accueillir à Azalea TV. Expert comptable sans frontières qui est déjà venu ici se présenter à vous, organise ce soir un petit examen de passage de notre ami Christian Jacquiot, qui a commis 2 ouvrages qui ont fait grand bruit. Le premier ouvrage en 2000, c'est les coulisses de la grande distribution. En 2000, c'est toi qui as dénoncé, il faut bien le dire, les marges arrière et toute la pression qui pesait sur les producteurs et sur les fournisseurs des grandes surfaces. Et plus récemment, en 2005, tu as commis un deuxième méfait, les coulisses du commerce équitable. Alors là, tu t'attaques à un peu un mythe. Hein. Le premier, tout le monde était un peu d'accord. On se disait, la grande distribution, c'est quand même assez mal aimé. Les gens y allaient parce que c'était soi-disant moins cher et aussi bien qu'ailleurs. Mais là, le commerce équitable, il y avait encore des illusions. Alors, peut-être on va revenir au début, les coulisses de la grande distribution. Comment t'es venue cette idée de bagarre et de documentation, parce que c'est extrêmement documenté. Les deux bouquins sont très documentés. Eh bien, comme tu l'as dit au tout début, c'est vrai que je suis expert comptable, donc c'est vrai que voilà, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui est bien placé, je dirais, qui est aux premières loges pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor, dans l'envers de l'économie, voir l'aspect humain. Et il se trouve que j'ai créé mon cabinet avec mon épouse, pour commencer simplement un client, un petit boulanger de quartier, puis on a eu d'autres clients bien sûr qui sont venus. Et au fur et à mesure, évidemment, la clientèle s'agrandit un petit peu, la taille des entreprises aussi. Et puis on a accompagné des jeunes créateurs d'entreprises, comme chacun des experts comptables le font. Et à un moment donné, le bonheur pour ces jeunes chefs d'entreprise, jeunes créateurs, c'est d'arriver aux portes de la grande distribution. Et c'est vrai qu'ils étaient heureux parce que c'est des entreprises qui ont commencé avec 2-3 salariés, qui arrivaient à atteindre une taille assez respectable, assez intéressante. Et puis, on les accompagne donc aux portes de la grande distribution. Et un beau jour, on demande à une de ces entreprises qui réalise simplement 20 millions de francs de chiffre d'affaires, c'est pas beaucoup, 20 millions de francs, c'est quand même pas mal, de verser un chèque de 8 millions de francs. 8 millions de francs pour être référencé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie, on dit simplement voilà, si vous voulez travailler avec nous, il faudra verser 8 millions de francs, c'est un seul réseau qui le demandait. Et j'ai découvert que les autres réseaux de la grande distribution exigeaient comme ça des sommes très très importantes de leurs fournisseurs. J'ai bien dit 20 millions de francs de chiffre d'affaires, il fallait quand même payer 8 millions de tickets d'entrée. Donc c'est pas bien sûr 20 millions de bénéfices et de résultats. Donc c'est vrai que c'était très difficile. Je me suis dit au début, mon client est victime de racketteurs, de voyous. Et puis j'ai découvert qu'un second client subissait les mêmes pressions. Un troisième, je me suis un petit peu documenté auprès des confrères. J'ai découvert qu'il y avait là vraiment une pratique tout à fait courante en fait, et que la grande distribution exigeait toujours plus de ses fournisseurs. Alors c'est d'abord le ticket d'entrée, ensuite ce sont les marchandises gratuites, ensuite ce sont les remises, ensuite ce sont les participations publicitaires, et puis tout ça se regroupe sous le fameux vocable de marge arrière. Il y a quelques années, une quinzaine d'années, le taux de marge arrière était de 10%, et on criait au scandale en disant si on demande autant aux fournisseurs, autant aux PME, eh bien ils vont mettre la clé sous la porte, licencier, mettre les gens évidemment vraiment à la rue. Et puis il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, on avait 800 enseignes en France, environ 800 enseignes différentes. À force de mariage, de fusion, de concentration, d'absorption, et puis aussi la mondialisation passant par là, on n'a plus aujourd'hui que 6 centrales d'achat qui contrôlent 90% des produits de consommation courante qu'on consomme en grande surface. C'est un petit peu comme si on prenait l'exemple d'un petit sablier qu'on retourne pour compter les 3 minutes pour faire cuire les œufs à la coque. Tout le monde voit un petit peu ce que c'est que ce petit sablier. Eh bien, c'est comme si on voulait faire passer par le haut 70 000 entreprises fournisseurs, 300 000 exploitations agricoles qui essayent de rejoindre donc tout en bas les 62 millions de consommateurs. Et au point le plus étroit, là où le sable va s'écouler lentement, on a 6 centrales d'achat qui disent ou vous payez ou vous ne passez pas. Et évidemment, quand on subit ce type de pression, j'ai dit il y a
quinzaine d'années 10%, à force de fusion, d'absorption, de mariage. On arrive aujourd'hui à un taux moyen de marge arrière qui est compris entre 40 à 50%, avec des pointes de 70% pour la charcuterie industrielle par exemple. Et donc, quand on exige des entreprises des taux aussi importants, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 36 solutions, soit de mettre la clé sous la porte, soit de licencier les gens pour aller sous-traiter dans des pays moins disants socialement, soit de disparaître ou de se vendre à un grand groupe qui va forcément absorber l'entreprise, récupérer la marque, récupérer les produits, et puis le plus souvent, bien sûr, licencier les gens et faire disparaître les emplois. Et entre-temps, la qualité des produits vendus baisse. Ah bah oui, parce que les prix étant comprimés, compressés voilà. En amont, la qualité... Évidemment. Alors, le point de départ, juste pour finir, le point de départ du bouquin, c'est ce constat, c'est de se dire dans le fond, ce qu'on subit, mais 2 ou 3 ou 4 clients, finalement, c'est pas très important, ce ne sont que 2 ou 3 entreprises ou 4, mais si on généralise cela à l'ensemble de l'économie, au monde agricole, mais pas seulement, au monde des entreprises, bon, je me disais, il y a 15 ans, on va envoyer tout le monde dans le mur, c'est vraiment des désastres absolument extraordinaires. Et c'est vrai que tu as raison, la qualité des produits a diminué, mais il y a une raison simple. Quand on a eu la crise alimentaire, la crise de la vache folle il y a quelques années, personne n'a fait le lien entre les pratiques de la grande distribution et puis ces accidents sanitaires qui arrivaient de plus en plus de façon répétitive. Et c'est vrai que la grande distribution cherche des prix toujours plus bas à la production, des prix correct, j'allais dire, qui satisfasse en tout cas le besoin du consommateur, mais de plus en plus bas à la production. Ce qui veut dire qu'on va pousser à une agriculture intensive, productiviste, beaucoup de chimie bien sûr, beaucoup de pesticides, d'insecticides, d'engrais chimiques. On va essayer d'éliminer l'humain partout où on le peut. Il ne faut pas oublier que l'idée géniale, mais avec de gros guillemets sur génial, des grands distributeurs en 1949, c'est d'avoir pensé la mondialisation avant l'heure et de s'être dit dans le fond, ce qui coûte cher aux commerçants, c'est l'humain, c'est le salarié. Donc on a dit on passe au tout libre service et déjà on supprime les gens qui vendent. C'est pas grave quand c'est un petit épicier à Landerneau qui supprime 2-3 postes de vendeurs et encore, mais quand on généralise à l'ensemble du commerce et qu'ensuite on impose cela aux fournisseurs en amont, on arrive au stade où on en est aujourd'hui, on voit à peu près les dégâts que ça peut occasionner. Alors c'est vrai que ça a joué sur la qualité, c'est vrai qu'aujourd'hui les prix, il faut juste se rappeler qu'en 1949, quand Leclerc a créé son premier libre service, on avait un rapport de 1 à 4 entre les prix à la production et le prix dans le panier de la ménagère. Quand le consommateur achetait un kilo de pommes 4 francs, il avait été payé 1 franc à l'agriculteur. Et on disait à l'époque qu'il y a beaucoup trop de différences, beaucoup trop d'intermédiaires aussi. C'est pas normal, il faut supprimer. On comptait entre 10 à 12 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. On a dit qu'il faut supprimer tous ces gens-là. On les a supprimés et avec eux, bien sûr, tous les emplois qu'ils représentaient. Et donc, s'y est substitué la grande distribution. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire près de 50 ans plus tard, le rapport n'est pas de 1 à 4, il est plus de 1 à 4, il est de 1 à 5, 1 à 6, 1 à 7. Quand aujourd'hui un consommateur achète un kilo de tomates 2,50 € ou 3 €, c'est 35 centimes, 40 centimes qui reviennent aux paysans. Ce qui veut dire que la qualité a diminué bien sûr, et en plus l'écart de prix est énorme. Faut pas croire que c'est pas cher, c'est très très cher finalement ce que l'on achète en grande surface. Et alors donc de la grande distribution au commerce équitable, on trouve un fil conducteur justement dans ce rapport entre le prix payé et finalement ce qui revient en définitive au producteur au début de la filière, quoi. Alors je vais peut-être répondre encore longuement à la première question, mais j'y reviens encore un tout petit peu. C'est pourquoi ce livre aussi, ce premier livre, parce que on se rend compte que les pratiques de la grande distribution ont tué le commerce de proximité. Ça, il n'y a pas photo effectivement. On a 36 000 communes aujourd'hui en France, 18 000 communes qui n'ont plus un seul commerce. On le sait, on parle de lien social, on parle de sécurité dans les villes, dans les cités. C'est vrai qu'on a supprimé ce qui faisait que la ville, la cité vivait, etc. On a un impact énorme sur le monde agricole. Rappelons-nous qu'en 1945, 4 ans avant l'implantation du premier libre-service, on avait en France 6 millions de paysans. Nous avons un peu plus de 500 000 agriculteurs aujourd'hui, avec un projet de la FNSEA qui voudrait que 150 000 agri-managers suffisent pour nourrir 62 millions de Français. Et puis on a un impact sur le monde de l'entreprise. Et tout ça, ce qu'on ne mesure pas du tout, c'est que moins de commerçants, moins de paysans, moins d'entreprises de PME, etc. C'est aussi moins de cotisations salariales, moins de cotisations patronales, moins d'impôts qui sont levés. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause des services publics, de l'école, de la santé, des bureaux de poste, des gares SNCF qu'on dit secondaires, etc. Remise en cause vraiment de tout ce qui faisait le lien social. Donc je veux dire, l'impact de la grande distribution, c'est bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est pas seulement le rapport petit commerce, grand commerce,
c'est vraiment un enjeu de société qui est en cause. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de conférences. À partir de ce bouquin, j'ai été appelé un peu partout. On m'a demandé donc de venir exposer ce que contient ce bouquin. Et puis quand on arrive aux questions-réponses, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me disait, mais vous savez, il y a une parade à tout ce que vous racontez, c'est le commerce équitable. D'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle, il y a un label, ça s'appelle Max Havelaar, il y a une garantie, c'est formidable, etc. Il suffirait simplement de généraliser ce commerce équitable, puis finalement tout ce que vous racontez, c'est réglé, il n'y a plus de soucis, quoi. Alors j'ai aussi commencé à consommer du café Max Havelaar comme tout le monde, et puis un beau jour, j'ai découvert quand même des partenaires assez étonnants. J'ai découvert que les grands distributeurs se lançaient dans l'équitable, et puis même que l'un d'entre eux se vantait d'être le premier distributeur d'équitable. Je me suis dit, bon, formidable, Leclerc a été converti au commerce équitable, tout change enfin, donc toutes ces pratiques qui détruisent l'humain partout, finalement c'est réglé. Et puis je découvre aussi qu'en Suisse, McDo a un autre partenaire, Max Havelaar, voilà, lapsus révélateur, Max Havelaar a un partenaire assez étonnant en Suisse qui s'appelle McDo, effectivement. Donc là on se dit, McDo c'est pas vraiment une entreprise qui est réputée pour ses pratiques équitables, c'est assez étonnant. On découvre ensuite le groupe Accor aussi, partenaire de Max Havelaar ici en France. On découvre Nestlé en Grande-Bretagne aussi qui se vante de faire de l'équitable. On découvre aussi Dagris, une entreprise Alter-Eco aussi. Alter-Eco qui est un concessionnaire Max Havelaar effectivement. Et puis une entreprise comme Dagris, fort sympathique, qui est bien connue pour avoir été une illustration de ce qu'on appelait la France-Afrique, qui aujourd'hui revient par la porte de l'équitable, tout en essayant d'imposer aux producteurs africains de coton les OGM. Donc d'un côté, ils sont promoteurs d'OGM, de l'autre, vendent quelques produits équitables et communiquent beaucoup sur l'équitable. Christian, tu parlais du lien social qui disparaissait avec le grand commerce. Alors, si Boris est d'accord, on pourrait faire une petite pause et regarder un extrait du film de Chantal Briet qui s'appelle Alimentation générale, qui est la vie quotidienne d'une épicerie, d'une petite épicerie à Épinay-sur-Seine. Une épicerie qui a d'ailleurs fermé, qui a été dont les locaux ont été rénovés, etc. Et donc Chantal Briet a plusieurs mois suivi la vie de cette épicerie au jour le jour, et on s'aperçoit que ce lien social qui existe et qui encore dans le petit commerce, lui disparaît totalement dans la grande surface. Alors on regarde un petit extrait de quelques minutes. J'ai du foie, il me reste 2 tranches de foie sculpté. Une baguette et un pain de chocolat. Combien de pain au chocolat? 1. Tiens, mets ta baguette là-dedans, s'il te plaît. Découpez, chérie. Tu touches à rien, sinon tu vas te couper la mimine et je vais dans la bouche. Hein? Ouais, j'en aurai. Tu veux 200 grammes ou 400 grammes? Il y a 400 grammes là. C'est beaucoup. Ça fait 40 francs. Ça fait rien? Lui, il dit pas. Hein? J'ai rien dit. Ah. Tu veux un café? Non, Il fait froid ce matin. ça fait rien. Tiens. Je te prends tes crevettes, ton lait. Est-ce que tu veux autre chose? C'est ça. Attends, mamie. Vous m'avez promis hier. Je vous ai promis, je vais voir ce que j'ai derrière. D'accord. Bon. Tiens, mamie. 2, 4, 6. Il y a 19, j'ai pris 100 francs pour faire le... Ah bon? Oui, parce Tu que l'as comme déjà tu... pris? Ouais, je l'ai pris, donc je t'ai donné 19 là. C'est pas que ça m'arrange, mais... C'est la banque. C'est fait, mamie. Ça y est? Voilà. D'accord. Cache-les bien, hein. Tu les mets pas dans ton sac. Hein. Mets-les dans ta poche. Oh non, je ne mets pas dans la poche. Au contraire, je peux le mettre dans Au le sac. contraire. Manouli, 4,50, c'est ça que je veux. Ali, ça coûte combien ça? 89,95. Oui, attends, mais attends. Tiens, Ali, ça coûte combien? 450. Tiens, je prends une glace à la place. Oh.
Fanta. Qu'est-ce que tu fais là? Là, j'achète, je vais aller donner ça à une dame. Vas-y, toi, vas-y, tu pars, tu On reviens. a 17 à 57. Oh, tu m'énerves. Mon frère Ali. Hein Elle m'a compliqué, tu sais. C'est pas grave, c'est pas grave. J'adore comme elle dit. Elle m'a compliqué. Attends, c'est pas grave. Tu peux le rendre, tu peux le ramener, faire ce que tu veux. Elle m'a compliqué. Oui, donc un petit exemple de. On en reprendra quelques petits extraits, hein, si vous êtes d'accord tout à l'heure, pour te permettre de souffler un petit peu, quand même. Alors, on va parler du commerce équitable. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu un sentiment de frustration de la part de beaucoup de gens. Certains disaient c'est les bobos qui achètent équitable parce que ça fait bien, etc. Mais de plus en plus, chez le commun des mortels, la notion d'équitable prend de l'importance. Et toi, tu démontres, preuve à l'appui, avec des documents, avec des enquêtes très fouillées, que tout n'est pas équitable dans le commerce équitable, loin de là. Le problème, c'est que le commerce équitable, c'est une idée très généreuse d'abord. Il faut savoir que ça remonte à pas mal d'années. Hein. C'est en 1964 où les pays du Sud avaient lancé le fameux appel de la CNUSED, le fameux Trade Not Aid. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc en anglais, on traduit, ça veut dire on veut pas de charité, on veut simplement faire du commerce avec vous. C'est tout ce qu'on veut. Un commerce équitable, ça nous suffira. Et donc c'est en 1964. Et c'est à partir de là que sont nées les premières boutiques équitables en fait. Les boutiques du monde, Oxfam et autres, en Angleterre d'abord, en Belgique ensuite. Et puis il faut pas oublier que le commerce équitable en France est né du fait de l'abbé Pierre en fait. On l'oublie beaucoup, c'est l'abbé Pierre qui a introduit le commerce équitable. On parle souvent de Max Havelaar comme fondateur du commerce équitable, pas du tout. C'est l'abbé Pierre en 1970-71. D'ailleurs, Max Havelaar n'existe pas. C'est pas à cette époque-là, pas du tout. Non, mais c'est même pas une personne. Ça n'existe pas. C'est un personnage de roman en fait, mais qui est servi donc pour lancer la marque effectivement hollandaise. Et donc l'abbé Pierre en 1970, il y a une guerre civile au Pakistan et donc le pays se sépare en Pakistan oriental et occidental, ce qui va donner naissance au Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde. Et pas de chance pour le Bangladesh, non seulement il sort d'une guerre civile, mais en plus il y a des inondations absolument désastreuses, et donc les gens sont vraiment complètement sinistrés. Et l'abbé Pierre lance un appel en demandant aux villes de France de se jumeler en fait avec une ville du Bangladesh. Il propose aussi de faire ce qu'il a toujours fait, donc de ramasser bien sûr tout ce que les gens rejettent, tous les rejets de la société de consommation, pour réparer avec ses chiffonniers et puis remettre sur le marché, et donc gagner un peu de sous pour envoyer de l'argent donc aux sinistrés du Bangladesh. Et puis il propose aussi et surtout, j'allais dire, d'importer des produits artisanaux du Bangladesh pour les revendre, et bien sur des marchés, dans ces points de vente, etc. C'est donc les prémices, j'allais dire, du commerce équitable. Et à partir de là, eh bien, il sera accompagné puisque va naître en 1974, donc la première boutique artisan du monde à Paris, rue de Rochechouart, qui existe d'ailleurs toujours. Et donc c'est à partir de là qu'on va créer cette première boutique. Après, il y aura séparation entre l'abbé Pierre et Emmaüs, artisan du monde, pour des raisons politiques, mais en tout cas, tout est né de ce point de départ-là. Et puis, en 1988, mais c'est-à-dire beaucoup plus tard, 14 ans plus tard, deux prêtres hollandais, donc Frans van der Hoef et Nico Rosen, deux prêtres hollandais, donc lancent la marque Max Havelaar, et ils sont accompagnés par les églises hollandaises, il faut le savoir, puisque les églises mettent quand même l'équivalent de 2 500 000 euros sur la table pour lancer la marque Max Havelaar. Et Max Havelaar donc apparaîtra en France en 1992, donc beaucoup plus tard, c'est-à-dire pratiquement 20 ans après l'action de l'abbé Pierre. Oui, ça a été très long à mûrir. C'est très long à mûrir. C'est vrai que, comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a une attente énorme de la part des consommateurs, puisqu'aujourd'hui on est fort bien informé, je crois de plus en plus. Donc on sait que ce que l'on consomme, notre bon café du matin, à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à le produire, beaucoup de mal à en vivre, des gens qui aujourd'hui n'envoient plus leurs enfants à l'école, ne se soignent plus parce que n'ont plus les moyens. Donc on découvre qu'il y a un monde à deux vitesses, le Nord où on vit quand même pas si mal, et puis les pays du Sud qu'on exploite quand même pas mal non plus, et qui donc ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Et c'est vrai que
les consommateurs de plus en plus veulent donner un sens à leur consommation, veulent de l'éthique, et donc évidemment s'engouffrent dans l'équitable, qui est une très bonne idée bien sûr. Et à partir de là, je dirais une bande de voyous, un petit peu des gens qui ont soit des choses à se faire pardonner, soit qui se disent qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans, se sont engouffrés dans l'équitable, s'emparent de l'idée, la vide de son contenu complètement, parce que l'équitable c'est avant tout une question qui nous est posée de juste répartition de la richesse. C'est quoi l'équitable? C'est dans le fond de se dire il y a un prix donné et on va regarder comment ce prix se répartit, qui je rémunère, qui je ne rémunère pas, qui en profite, qui n'en profite pas. Là on est sorti un petit peu de cette notion-là, je pense qu'on en reparlera sur les différentes écoles d'équitable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est passé du commerce équitable au commerce de l'équitable, où l'équitable n'est plus qu'un produit parmi d'autres, un produit qui permet de générer des marges avant, marges arrière aussi, etc. On reste dans la même logique, et ce que l'on voit aussi c'est que malheureusement il y a très très peu de retour pour les petits producteurs. Moi, j'aimerais poser une question sur la jonction entre la grande distribution et le commerce équitable. Donc, commerce équitable, donc on a collé le nom d'équitable à ce champ du commerce. Donc, c'était bien considéré que le commerce n'était pas du tout dans ce rapport-là au départ et qu'il l'est toujours pas du tout. Et ce que je voulais savoir, c'est justement, puisqu'on a créé un autre secteur qui est celui donc émergent du commerce équitable, quelle est la place du législateur là-dedans? Parce que si on se rend compte qu'on laisse l'économie de marché réguler finalement le rapport entre consommateurs, producteurs, il y a bien un moment donné où le législateur intervient pour justement garantir les phénomènes anti-concentration et permettre justement à ce que ça soit pas une foire d'empoigne et la loi de la jungle. Donc quel est le rapport à la fois entre le législateur et cette grande distribution et par extension entre les partis politiques et la grande distribution? Est-ce qu'il y a des liens incestueux qui sont opérés, qui sont connus entre ces deux champs? Oui, c'est vrai que d'abord le commerce équitable, ça fait vendre. C'est vrai que si on accole équitable au mot commerce, ça fait vendre. La grande distribution, c'est le premier bouquin que j'ai fait. Pour moi, c'est vraiment le commerce inéquitable par définition, puisqu'on a des pratiques très très violentes, on le sait, les marges arrière, la domination, etc. Et donc, finalement, la grande distribution qui souffre pas mal aujourd'hui d'un déficit d'image, j'allais dire, c'est dit dans le fond, c'est un moyen de peut-être se racheter un petit peu. Donc, c'est engouffré sur le créneau. Et j'allais dire pourquoi pas, parce qu'on n'est pas dans une démarche équitable aujourd'hui, grâce à certains acteurs ou à cause en tout cas de certains acteurs du commerce équitable, mais au contraire, dans la vente de produits logotisés équitables. À partir de là, la grande distribution a tous les droits, elle vend des produits, et quand on discute avec Max Havelaar dit bien, je ne garantis pas des entreprises, je garantis des produits. À partir de ce moment-là, on vend quelques produits à Libye, on voit des consommateurs qui vont remplir des caddies à bord de produits parfaitement inéquitables, souvent produits par des enfants dans les sous-sols du tiers-monde, et puis pour se donner bonne conscience, on met un petit paquet de café Max Havelaar sur le sommet, et tout va bien, on a fait sa petite BA. Les rapports aux politiques, c'est simple. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas de définition officielle du commerce équitable. Ceci est tellement vrai qu'un des acteurs se prétend label, alors qu'il n'y a pas de label du commerce équitable aujourd'hui, on le sait, nulle part. Et c'est vrai aussi qu'on a vu une enquête en 2005 de la répression des fraudes qui a observé 55 acteurs du commerce équitable, qui a observé parmi ces 55 acteurs 17 démarches différentes, où l'on voit qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Le summum, c'est un acteur qui n'avait pas de facture, pas de traçabilité, on ne sait pas à qui l'a acheté, on ne sait pas combien il paye, on ne sait pas d'où ça vient, et pour autant ils vendent des produits équitables. À partir de là, comme chacun peut mettre la définition qu'il entend derrière cette appellation commerce équitable, eh bien c'est vrai que chacun a raison. Demain matin, n'importe qui peut vendre n'importe quoi et mettre dessus commerce équitable, c'est pas interdit. Donc c'est vrai que le législateur aujourd'hui a tenté de légiférer, notamment par la fameuse loi du 2 août 2005, mais une loi qui est un peu la loi Max Havelaar, très clairement une loi qui a été faite sur mesure pour Max Havelaar, et qui a vidé complètement l'équitable de son contenu. C'est-à-dire qu'on parle de petits producteurs les plus défavorisés des pays les plus pauvres. Autrement dit, on va cantonner l'équitable dans une espèce de démarche caritative quelque part, et faire en sorte surtout que cette approche du commerce équitable ne puisse pas se généraliser et devenir la norme. Autrement dit, la norme, c'est légalement le commerce inéquitable, et puis quelque part on fait un petit peu de charité, on est bien sympathique, et donc on va aller traiter un petit peu mieux une poignée de petits producteurs bien ciblés, il faut qu'ils soient défavorisés, et en plus dans les pays pauvres. Donc c'est très très limitatif. Donc c'est vrai que cette loi pour l'instant n'a pas de décret d'application, mais on voit bien, et on s'étonne pas du tout, qu'un gouvernement ultralibéral comme celui qu'on a connu, celui qu'on connaît actuellement, et le prédécesseur, se soit emparé de l'équitable et voulu voter une loi pour justement limiter l'équitable dans sa définition et aussi dans son application. Et pour préciser juste peut-être alors là ça remonte aux coulisses de la grande distribution sur est-ce qu'il y a eu des rapports c'est pour ça que je disais incestueux à un moment donné entre les partis politiques et les grandes enseignes, notamment au moment où les lois sur les financements des partis politiques n'étaient pas encore en action.
Donc est-ce que là-dessus, justement, on pourrait tirer la conclusion que sur les marges arrière, justement, rien ne soit vraiment fait, ou quelles sont les réglementations et pourquoi il y a autant de flou finalement? Oui, pardon, j'ai répondu sur le commerce équitable et la question était sur la grande distribution. Oui, c'est vrai que la grande distribution, d'abord, elle est arrivée. Il faut peut-être refaire un tout petit peu d'historique. Arrivée donc avec Leclerc en 1949, le premier libre-service, à une époque où le pays sortait de la guerre. Donc c'est vrai qu'il y avait eu une pénurie des approvisionnements. Ça, faut pas le nier. Il y avait aussi des commerçants. Il faut bien reconnaître aussi qu'il y avait eu des pratiques pas toujours recommandables. On a beaucoup parlé à l'époque de marché noir, donc des gens qui avaient un petit peu profité de la situation. C'est clair aussi que ça existait. Et donc d'un seul coup arrivent ces commerces modernes entre guillemets où le consommateur se sert directement. Il n'y a pas de vendeur sur le dos. Et puis aussi et surtout où très honnêtement, c'est vrai dans un premier temps, les prix baissent puisque la vente dans ces espèces d'entrepôts, sans fioriture, sans quoi que ce soit, à prix, à marge en tout cas réduite, puisqu'on joue là sur le volume, on a peu de marge par produit, mais on va jouer sur les quantités. Eh bien, c'est vrai que la grande distribution redonne du pouvoir d'achat au consommateur. Et donc, le consommateur va plébisciter la grande distribution, puisque pour un billet de 100 francs à l'époque, eh bien, on remplit beaucoup plus le panier que chez des épiciers traditionnels. Donc, intérêt du consommateur, intérêt des paysans, qui au lieu de livrer une foule de petits commerçants qui achètent 2-3 cagettes de pommes, de tomates ou d'abricots, on a là d'un seul coup des gros commerçants donc qui achètent des palettes entières, pour ne pas dire des camions entiers. Donc c'est très intéressant pour le monde agricole qui vraiment s'engouffre à fond dans ce commerce encore une fois moderne à l'époque. Et puis c'est la même chose pour le monde de l'industrie, de l'agroalimentaire. Au lieu de livrer quelques bouteilles de pastis à des petits épiciers locaux, on livre encore une fois des palettes, des camions entiers. Donc tout le monde plébiscite et évidemment donc l'homme politique il voit un intérêt puisqu'on est au sortir de la guerre, il y a beaucoup de chômage, il faut relancer l'économie. On pense à l'époque, et à l'époque c'est un peu vrai, que la consommation entraîne la croissance. Donc c'est vrai que si les gens consomment, on relance l'économie, c'est assez facile à comprendre, on baisse les prix, les gens ont plus de les consommateurs ont plus de marchandises pour un billet de 100 francs. Comme ils ont plus de marchandises, on consomme plus. Comme on consomme plus, évidemment, les usines tournent, c'est évident. Les usines tournant, il faut embaucher du monde. Donc on embauche du monde, on distribue des salaires. Comme on distribue des salaires, bien sûr, les gens consomment et c'est le bonheur économique, c'est les fameuses 30 glorieuses. Donc ça, là-dessus, ça marche bien. Et donc tout le monde en redemande et le politique aussi est très content. Et puis dans les années 70, il y a encore deux grandes forces électorales qui sont le monde paysan, les agriculteurs, aussi ce qu'on appelle les petits commerçants, des gens qui votent plutôt traditionnellement plutôt du côté droit, on peut le dire comme ça. Et donc ces gens se disent dans le fond, on est menacé par la grande distribution et si ça continue, on va pas pouvoir tenir, on va disparaître. Donc ils interpellent le monde politique et l'homme politique se dit, si on prend pas des mesures pour sauvegarder nos paysans, sauvegarder nos commerçants, mais c'est vrai que la prochaine fois, ils risquent de nous sanctionner politiquement et donc on va se faire sortir. Donc on vote les fameuses lois Royer en 1973 où 73 donc du nom du député maire de Tours et aussi ministre du commerce de l'époque, et en 73 on dit voilà, il y a trop de grandes surfaces en France, c'est vrai qu'on est déjà largement doté et donc on va soumettre à autorisation tout projet d'implantation d'une nouvelle grande surface. Il y aura donc deux commissions, une commission départementale, commission nationale, et puis Jean Royer dit on va être très sévère, très méchant, donc c'est fini, il y a très peu de dossiers qui passeront, maintenant ça suffit, on a fait le plein. Et c'est vrai que dans un premier temps, on peut dire que cette loi est efficace, et on peut dire qu'il y a eu un coup de frein sur la grande distribution. Et puis en 1981, il y a eu un événement politique dont certains se rappellent peut-être, donc l'arrivée de François Mitterrand aux affaires, et avec le candidat Mitterrand, donc 110 propositions. Et parmi celles-ci, les fameuses lois de décentralisation, les fameuses lois de fer en fait, qui avaient pour objet de dire, il faut redonner du pouvoir dans les régions. Il n'est pas logique que tout soit centralisé à Paris, tout le monde comprend bien cela évidemment. Mais avec cette loi de décentralisation, on va donner un pouvoir exorbitant aux élus locaux, de droit d'existence ou non, sur l'implantation d'une grande surface. Et d'un seul coup, pas tous, mais malheureusement nombreux, nos élus découvrent que leur signature prend de la valeur, et c'est mieux qu'un Matisse, mieux qu'un Picasso, même sans talent, on peut vendre sa signature. Et là, on commence à mettre en place un système de péage. Très clairement, malheureusement, ce sont les années Mitterrand, mais il faut le dire, c'est comme ça, où on va exiger quelque chose comme 6 millions de francs pour l'implantation d'un hypermarché. 6 millions de francs pour les caisses des partis, c'est les fameuses affaires d'estrade, je ne reviens pas là-dessus, mais qui sont bien connues. Puis, au fil du temps, on montera à 8, à 10, à 12, et à la fin des années Mitterrand, on sera quand même à 20 millions de francs pour les caisses des partis. Là, vous parlez en pot de vin, alors? En pot de vin, clairement, c'est ce qui alimente les caisses des partis politiques. Je parle de sommes qui sont arrivées et identifiées dans les caisses des partis politiques. Ce qui est sorti de l'hypermarché, ça on ne s'est pas bien identifié.
mon discours n'est pas tous pourri, mais on sait bien qu'il y a eu beaucoup d'argent qui s'est évaporé en cours de route, tout le monde le sait fort bien, à gauche comme à droite d'ailleurs. Il se trouve que là, c'est surtout les années Mitterrand, c'est la gauche qui est au pouvoir, donc c'est elle qui en profite le plus, mais bon, on sait bien qu'elle n'est pas la seule. Et à partir de là... Juste vous couper, puisque comme vous êtes commissaire aux comptes, comment on fait pour sortir autant d'argent sans que ça se voie et sans que ça se sente? C'est très facile. Il y a une particularité dans le monde de la grande distribution, c'est que il y a beaucoup d'espèces, qui circulent. Alors il y a une façon, disons que vous savez, quand vous passez en caisse, voilà, il se peut très bien que pendant quelques instants, peut-être pas mal de temps, la caisse ne soit pas forcément connectée aux ordinateurs qui enregistrent les encaissements, et on peut imaginer beaucoup de choses. Et on a même trouvé des caisses accessoires qui n'étaient pas du tout centralisées. Tout à fait. Il y avait une 11e caisse et officiellement, il n'y en avait que 10. Et puis l'informatique là aussi amène beaucoup de progrès, et c'est vrai que on peut effacer tout ce qu'on veut, neutraliser une somme. Enfin bon, je veux dire, c'est vraiment hyper facile. Et comme en plus il y a beaucoup d'espèces, bah vous neutralisez 10 000 francs sur la caisse numéro 42 et vous sortez 10 000 francs en espèces et tout va bien. Donc je vais là-dessus, c'est vraiment, il n'y a pas plus simple quoi. Et donc à partir de là, c'est vrai que ça permet d'arroser pas mal. Donc on va payer les partis politiques, on va aussi financer les communes. Souvent, pas souvent, mais un certain nombre d'élus n'ont pas toujours été très bons gestionnaires. Eh bien, on va leur offrir quelque chose. On va dire, voilà, si vous voulez, eh bien pour votre commune, je vous offre alors un terrain de foot, une piscine peut-être, une bibliothèque si vous préférez, enfin peu importe, on vous offre quelque chose, puis quelques ronds-points, etc. Donc l'élu, il voit un moyen aussi de valoriser son action. Il n'y avait pas de sous pour offrir une piscine olympique aux gamins de la commune. Eh bien là, comme par miracle, voilà la piscine qui sort de terre, c'est merveilleux. Sachant que ça coûte rien, puisque on va se rattraper évidemment sur les volumes. Et donc à partir de là, les consommateurs sont contents, les paysans sont contents, le monde d'entreprise est content, l'élu est content, tout le monde est content. Donc on va comme ça monnayer effectivement ces implantations. Jusqu'au moment où on commence à se dire que ça peut pas tenir, et que quelques élus, notamment un député du Loiret, Jean-Paul Charrier, pour ne pas le nommer, qui était député RPR, qui est UMP aujourd'hui, s'intéresse au sujet. C'est un homme d'entreprise, lui aussi, de PME, il a une petite entreprise, et se dit dans le fond, si on continue ça, eh bien, on va emmener tout le monde dans le mur, quoi. C'est des milliers et des milliers de licenciements. Et cet homme se dit dans le fond, c'est pas une histoire de gauche ou de droite, ça concerne vraiment tout le pays. Et donc, il réunit une commission d'enquête parlementaire réunissant des communistes, des socialistes, des UDF et des RP1 comme lui, en se disant faut qu'on traite ceci parce que sinon ça va vraiment faire des dégâts. Et donc il commet un rapport parlementaire en 1993 qui est connu sous le nom de rapport Charrier, c'est pas très original, qui dénonce les pratiques de la grande distribution, qui explique ce que sont les marges arrière déjà, qui illustre fort bien dans ce rapport toutes ces pratiques, qui parle de systèmes quasi mafieux déjà en 93. Et puis il se trouve que personne n'entend, en tout cas on n'a pas envie d'entendre, donc ce rapport termine sa course sur une étagère poussiéreuse quelque part à l'Assemblée nationale, et personne ne le lira. Et donc en 95, 2 ans plus tard, Jean-Paul Charrier se dit c'est pas possible. On voit déjà les chômeurs apparaître de plus en plus nombreux, on voit les entreprises déjà mettre la clé sous la porte, et Charrier se dit faut qu'on recommence, on nous a pas entendu, on recommence. Et donc en 95, avec encore 150 députés, encore de gauche, de droite confondus, eh bien, ces gens commettent un nouveau rapport parlementaire, et cette fois, ils sont entendus, puisque la gauche a été poussée vers la sortie, la droite est revenue, et donc aux affaires, et donc 2 jeunes secrétaires d'État, pas connus du tout, se disent, eh bien, ce que la gauche n'a pas su faire, nous allons le faire. Et donc, c'est un député de Paris, qui est Yves Galland, qui est connu donc pour les fameuses lois Galland, qui fait voter une loi pour réguler donc les rapports entre fournisseurs et grands distributeurs, remettre de l'équité, remettre de la loyauté dans ces rapports. Et puis un autre secrétaire d'État, pas connu du tout, qui vient de province, qui a aussi beaucoup d'ambition, et qui se dit je vais marquer mon époque d'une loi qui va porter mon nom. Il se trouve que cet homme en plus a un avantage, c'est qu'il est directeur du marketing du café Jacques Vabre, et qui donc toute sa vie, il a vendu, pas toute sa vie, une partie en tout cas, il a vendu du café à la grande distribution. Cet homme c'est Jean-Pierre Raffarin, bien sûr, et donc il fait voter les fameuses lois Raffarin, qui aggrave les lois Royer. Royer avait dit, pour implanter une nouvelle grande surface de plus de 1000 mètres carrés, on soumettra autorisation. Raffarin dit, c'est plus 1000 mètres carrés, c'est 300 mètres carrés. Chaque fois que quelqu'un aura un projet de 300 mètres carrés, eh bien, on soumettra autorisation, et on va être méchant, on va être sévère, etc. Ce qu'on voit, c'est que la loi Galland n'a pas apporté grand chose, puisque jamais les rapports n'ont été aussi violents entre la grande distribution et ses fournisseurs, et que la loi Raffarin, malheureusement, n'a pas été efficace. Parce que l'année où on vote la loi Raffarin, en 96, on autorise déjà 700 000 mètres carrés en plus, nouveaux.
L'année suivante, on autorise en 97 1 100 000 mètres carrés, en 98 1 700 000, en 99 on passe à 2 500 mètres carrés, 2 500 000 mètres carrés en plus, pardon, et en 2000, c'est une belle année, il faut quand même marquer le coup, on passe les 3 millions de mètres carrés. Et depuis, nous sommes dans les 3 millions 5, 3 millions 6, 3 millions 7 l'année dernière, mètres carrés ajoutés chaque année au parc de la grande distribution française. Ce qui veut dire que ces deux lois ont été parfaitement inefficaces. Donc ensuite, bien sûr, il y a eu des renversements de tendance. La droite est partie, la gauche est revenue. Lionel Jospin a réuni en 2000 les assises de la grande distribution en disant parce qu'a pas su faire la droite. Nous, la gauche, on a bien compris. On sait bien qu'il y a des implications sociales très fortes, donc on va faire quelque chose. Mais il a voté les fameuses lois de nouvelle régulation économique en 2000-2001. Pleine de vide en tout cas sur ce plan-là, donc ça n'a rien changé. La gauche est partie dans le contexte qu'on connaît, la droite est revenue. Un secrétaire d'État, Renaud Dutreil, s'est emparé du sujet et c'est intéressant, c'est tout récent. Et lui a dit, ben voilà, c'est vrai que les marges arrière ça existe. Jusqu'à présent, tout le monde niait l'existence des marges arrière. Renaud Dutreil a pour la première fois dans une note ministérielle, c'est très important, c'est pourtant un homme très libéral, eh bien, a écrit noir sur blanc que les marges arrière existent et il les a quantifiées puisqu'il a dit les marges arrière représentent 40 à 50% des produits. Alors on s'est dit merveilleux, c'est dommage que ce soit un libéral qui le dise, mais après tout, pourquoi pas. Et puis, dans le même temps, Renaud Dutreil dit on va s'y attaquer. Alors là, on applaudit vraiment des deux mains en se disant c'est formidable. Mais en tournant la page, on découvre qu'il nous dit pas trop vite quand même, on va s'y attaquer au rythme de 2% l'an. Sachant qu'on a un niveau de 40 à 50%, il faudra à peu près 25 ans pour régler le problème. Mais comme en plus on ajoute 2% à 3% de marge arrière chaque année, eh bien on voit qu'il n'y a aucune volonté politique. Donc aujourd'hui on en est à ce stade-là. Les marges arrière n'ont jamais été aussi importantes qu'avant. On a une pression toujours plus forte qui est due à la concentration, qui est due à la mondialisation. En plus aujourd'hui les grands distributeurs peuvent aller faire leur marché là où ils veulent, dans les pays où la vie est moins chère. Donc c'est vrai qu'ils ne s'en privent pas, créent des filiales un peu partout dans le monde. Donc on est vraiment dans une logique tout à fait désastreuse. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'on parle de mondialisation. On a là un cas parfaitement concret qui illustre ce que peut être la mondialisation. Et c'est pas pour m'en prendre à ce secteur, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui la consommation passe par la grande distribution, par ses centrales d'achat, par ses pratiques, avec un effet complètement désastreux sur l'ensemble des secteurs de l'économie et donc des humains derrière, évidemment. Pardon pour la chute un peu rapide, je suis désolé. J'aurais dû faire ma phrase plus longue. Une question bête de caméraman. Il n'y a pas de question bête, non. Juste pourquoi vous avez dit 3 millions de mètres carrés de plus, c'est ça 3 700 000 pour 2006, oui. Mais les gens consomment non, pas du plus tout. à cette proportion-là pas ou c'est juste il y a plus de place dans les supermarchés, les caddies sont plus grands Oui, c'est un peu ça. Alors évidemment, on a d'abord détruit une grosse part du commerce, donc c'est vrai qu'il y a encore à détruire malgré tout. Hein. On voyait dans votre film un petit épicier, on parle souvent d'épiciers maghrébins dans les villes. Il faut savoir que 50% de ces types d'épiciers sont passés sous le contrôle de la grande distribution aujourd'hui, avec une volonté de tous les phagocyter. Et donc l'idée aussi, c'est qu'on est en pleine mondialisation, qu'on a 6 centrales d'achat en France, mais que c'est pas fini. Les mariages, les fusions, les absorptions, on est loin du compte. On sait, le numéro 1 est Walmart américain, le numéro 2 dans le monde, c'est Carrefour, donc qui est français, qui est aussi le numéro 1 en Europe, et que, eh bien, on va vers une concentration telle dans tous les secteurs de l'économie, hein, on peut le prendre pour le cinéma, la banque, peu importe, et aussi dans la distribution, que chacun essaye d'avoir la mariée la plus belle, j'allais dire, pour le jour où effectivement on va se marier, il y aura fusion. Et donc on essaye de prendre des parts de marché aux concurrents aussi, on verrouille aussi pour empêcher l'entrée de distributeurs étrangers bien entendu. Et puis derrière tout ça, c'est pas effectivement qu'on consomme plus, parce qu'on le voit bien que les budgets quand même des ménages sont de plus en plus comprimés, mais peu importe, j'allais dire si le point de vente est rentable sur le bilan que l'expert comptable pourra découvrir ou le commissaire aux comptes. Peut-être on sera à peine à l'équilibre, on va se dire mais pourquoi ils font tout ça? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière il y a des marges arrière par contre qui se génèrent au niveau des centrales d'achat qui sont colossales. Donc c'est pour ça que aujourd'hui vous avez même des petits points de vente. On met des points de vente dans des villes, des petites villes, des villages. On se dit qu'est-ce qu'ils font à installer une supérette dans un village de 1500 habitants? Eh bien c'est tout simplement parce que même si le point de vente est plus ou moins rentable, derrière effectivement il y a la machine qui est en marche et qui donc absorbe le maximum de bénéfices. Une question qui est corollaire, je pense, là-dessus, c'est sur donc ce que amène et les mesures d'accompagnement qui voient donc cette augmentation de la grande distribution, la manière dont ça phagocyte
pas simplement l'espace géographique, mais aussi notamment le rapport au droit du travail. Puisque si on va chez Walmart aux États-Unis, on voit qu'on a des supermarchés ouverts 24 heures sur 24, donc avec des employés qui travaillent selon les 3-8 finalement. On voit donc aussi une arrivée, enfin un phénomène qui arrive en France, c'est le libre service, mais pas simplement dans les rayons, c'est aussi le libre paiement où on va peser ses produits, mais aussi où maintenant on passe directement à la caisse sans la vendeuse, avec les 7 jours sur 7 d'ouverture, etc. Et puis malgré tout une réorganisation de l'espace urbain avec effectivement, comme on peut le voir aux États-Unis ou en Angleterre, une exfiltration du centre, un déplacement du centre vers l'extérieur et finalement un appauvrissement de la densité du lien social. Donc est-ce que si on se projette, parce que on dit toujours que les Américains, enfin le monde anglo-saxon sur le commerce sont assez en avant quand même. Est-ce qu'on peut mesurer ce que ça peut impliquer en France? Quelles sont les grandes transformations qu'il faut attendre aujourd'hui? Parce que c'est un peu eux qui donnent le là, quoi. Hein. Pour une fois, oui, mais nous aussi on donne bien le là parce qu'on est vraiment très précurseurs, j'allais dire, en Europe et dans le monde. Sur le modèle de la grande distribution, et notamment les marges arrière, c'est quand même une invention franco-française. Ça n'existait nulle part ailleurs. Aujourd'hui, ça s'exporte. Effectivement, en Europe, j'étais il y a pas longtemps au Québec, on me disait, bah voilà, maintenant Carrefour s'installe chez nous. Et voilà qu'il arrive avec dans ses bagages la pratique des marges arrière, effectivement. Mais c'est quand même c'est des inventions vraiment franco-françaises. Alors, il suffit de regarder. Vous avez tout à fait raison de soulever ce problème, d'autant plus que c'est un des arguments de la grande distribution. C'est de dire, mais oui, mais nous sommes créateurs d'emplois finalement. C'est quand même important. On ouvre un hyper quelque part, et c'est vrai que voilà, on va embaucher des caissiers, c'est merveilleux, etc. Alors, il y a plusieurs objections à ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un emploi créé en grande surface, c'est 5 emplois qui sont détruits par ailleurs. Et bien sûr, 5 emplois durables, alors qu'on va créer des emplois précaires, à temps partiel le plus souvent non voulu évidemment. J'étais il y a pas longtemps à Marseille, j'ai été voir là-bas des caissières de la grande distribution et je voyais des femmes qui ont 20, 25 ans d'ancienneté dans un hypermarché, qui gagnent entre guillemets des 450, 500 euros par mois, parce que temps partiel non voulu évidemment. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà, demain il y aura peut-être pas beaucoup de monde, tu peux rester chez toi, il y a pas de souci. Samedi ici quand même, on a besoin, faut que tu viennes, etc. Donc voilà, qui font des 20, 22 heures par mois, donc elles sont payées en dessous du SMIC, c'est logique puisqu'elles sont en dessous du temps réglementaire correspondant au SMIC. Donc je veux dire des situations d'une extrême précarité. Et en plus, et là vous l'avez dit à juste titre, aujourd'hui, on se dit qu'il faut supprimer l'humain partout où l'on peut. On a déjà fait beaucoup. La dernière trouvaille, c'est de supprimer les caissières et de les remplacer par des machines. Ça marche fort bien. Alors pour l'instant, on le limite à des consommateurs qui n'ont que moins de 9 ou 10 articles, mais on a créé des caddies en plastique, donc il n'y a plus de métal évidemment, et on a imposé déjà, personne ne le sait, sur les étiquettes des produits, des puces électroniques, donc qui contiennent toutes les informations. Et le principe, c'est que le caddie va être arrêté au sol à un endroit qui est marqué, évidemment, par le consommateur. Il n'y a pas à manipuler les marchandises, pas besoin de les sortir sur un tapis, quoi que ce soit. Des rayons traversent de part en part, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, le caddie, et donc on va pouvoir lire, je sais pas s'il y a 50, 60 produits dans le caddie, on va pouvoir les lire, quelle que soit leur position, la tête en bas, cachée, peu importe. On a arrêté le caddie ici, à peine vous l'avez arrêté, l'addition est déjà faite. Il y a une borne, tapez vous mettez votre carte bleue, tapez votre code à 4 chiffres et vous avez payé votre consommation, votre caddie. Ce qu'on observe, c'est que les consommateurs qui se plaignent, qui sont aussi des citoyens quelque part, qui se plaignent de la précarité, de la misère, qui n'acceptent pas tout ce qu'on voit, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a une caissière ou quand il y a une machine, ils vont à la machine. Vous l'observerez certainement sur les autoroutes. Vous avez la plupart du temps des machines, effectivement des automates pour payer le péage. Souvent une ou deux guérites sur la partie droite. Eh bien, les gens vont à la machine, jamais à l'humain. Donc après on dit bah oui, il y a du chômage effectivement. Donc c'est vrai que ce type d'encaissement pour nous gagner du temps, paraît-il, se développe énormément. Et puis dans le même temps, on développe ce qu'on appelle des magasins automatiques. On en a quelques-uns dans les grandes villes, ça va se développer. Ce sont des boutiques tout simplement, mais on rentre pas dans la boutique, on reste à l'extérieur. Et là, il y a 400 produits différents. Donc du pain, du beurre, des préservatifs, tout ce qu'on veut. Et on fait ses courses en tapant des codes. Vous voulez le produit 112, puis le 128, puis le 32. Et vous avez droit à des articles différents. Vous mettez votre petite carte bleue, tout va bien, le code. Vous repartez, vous avez fait vos courses. Ça a beaucoup d'avantages. C'est ouvert jour et nuit. C'est ouvert le samedi, le dimanche. Ça se met pas en grève. Il n'y a pas de congé payé. Donc c'est vraiment le modèle du commerce futur, paraît-il. Mais c'est vrai que
si on poursuit cette logique, plus personne sur les terres agricoles, plus personne dans les usines et plus personne dans les commerces, eh bien c'est vrai que c'est une vraie catastrophe vers laquelle on va, parce que évidemment c'est pas les 5 millions de chômeurs que nous avons aujourd'hui, malgré que le chiffre officiel est un peu en dessous, c'est pas 8 millions de pauvres comme on compte la France aujourd'hui, c'est pas 1 million d'enfants qui mangent un seul repas par jour, c'est beaucoup plus bien sûr qu'on se prépare si on n'arrête pas cette machine infernale bien évidemment. Donc et tout passe par là, parce qu'encore une fois c'est le nœud vraiment, véritablement, de tout ce que l'on dénonce. La consommation fait, effectivement, le monde agricole, fait l'industrie, fait l'entreprise, fait les services. Et donc, si on s'attaque pas aux racines de ce mal, eh bien, rien ne changera. Ce qui est assez inquiétant, c'est de voir qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine période électorale. On entend des femmes, des hommes politiques nous parler. Personne ne s'intéresse à cela. On vous dit, la misère, on va régler ça, le chômage, vous inquiétez pas, la précarité, tout ça. On parle de stage pour les jeunes, c'est vraiment une plaisanterie. C'est pas un problème de formation, c'est pas un problème. Il y a aujourd'hui une arme de destruction massive qui avance vers la société, qui est la grande distribution, qui détruit tout sur son passage. C'est un rouleau compresseur où on l'arrête, où on laisse faire, et à ce moment-là, il ne faudra pas se plaindre si c'est bien pire demain. Et alors, quels sont tes rapports avec les représentants de la grande distribution ? Parce que tendu, un homme comme toi, tu t'as pas de garde du corps ? Bah, tu es là, donc c'est bon pour ce soir. Après, demain, on verra. Non, j'ai pas de garde du corps. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Non, les rapports sont tendus. C'est pas des rapports d'agression comme ça. Ce qu'ils font, c'est plus subtil. C'est-à-dire que ils m'interdisent, par exemple, de m'exprimer. J'étais invité il y a pas longtemps par une journaliste de la presse écrite, ça se passe aussi pour la télévision ou parfois la radio, et ils disent clairement aux journalistes, écoutez, si vous invitez Jacquiot, c'est clair, nous on vient pas. Donc Leclerc le dit, Jérôme Bédier de la FCD aussi le dit, là c'était Système U en l'occurrence, donc c'était le nouvel économiste, après tout, pourquoi ne pas le citer, qui me propose un débat avec le patron de Système U, et il dit non, si c'est Jacquiot, on viendra. Je ne viens pas. Donc il a choisi son interlocuteur. Il s'agissait de parler justement de l'hégémonie des grandes surfaces et de leur position dominante. L'interlocuteur est un peu moins virulent peut-être, donc il a choisi. Donc il y aura un débat que vous pourrez lire bientôt dans le Nouvel Économiste, mais les vraies questions ne seront pas posées, tout simplement. Donc ça, c'est une des choses qu'ils font. Et jusqu'à présent, il y a que Marianne qui t'avait accepté. Exact, tout à fait. Il n'y a que Marianne, il y a eu des articles aussi dans le monde diplomatique, bien sûr, dans Politis, évidemment. Et puis, depuis, c'est vrai que les journalistes sont un peu moins timides, j'allais dire. La grande distribution, aujourd'hui, a pas très bonne presse, donc on commence à en parler un petit peu, mais de façon très timide, c'est vrai, tout à fait. Et ton éditeur, Albin Michel, tu avais édité chez Albin Michel le premier livre, mais pour le deuxième... Tu as eu des difficultés avec Albin Michel non, ou pas du c'était... tout. Non. Alors si je raconte, dans le premier bouquin, j'ai des difficultés avec les autres, au contraire. Quand j'ai fait ce bouquin, tu le sais, on exerce la même profession. Je suis expert comptable, donc c'est vrai que je suis pas du tout bercé par le milieu de l'édition, de la presse. Je connaissais aucun journaliste à l'époque, donc. Pour éditer, j'ai fait ce que tout le monde fait. J'ai fait une espèce de gros mémoire, un document dactylographié qui faisait en dactylographie un peu plus de 800 pages. Et puis j'ai fait des tirages. J'en ai fait 50 et je suis allé déposer ça chez 50 éditeurs que j'avais ciblés en me disant ce type d'éditeur serait peut-être susceptible de m'éditer. J'ai pris 48 portes dans le nez, 48 fois on m'a dit non pour différentes raisons. Souvent on m'a dit c'est pas inintéressant, mais franchement comprenez bien que les grands distributeurs sont aussi de grands libraires et qu'on va pas se fâcher avec ces gens-là. Sinon, on risque de voir nos bouquins mis sur la touche. Et nous, on a des romans à vendre, on a plein de choses. On peut pas se permettre de se retrouver avec notre production sur la touche parce que vous faites un bouquin, donc on peut pas. J'ai trouvé un 49e. Je sais pas si je peux le citer, mais en tout cas qui m'a dit c'est super, qui pendant 10 minutes m'a dit c'est merveilleux, c'est bien écrit, c'est formidable, machin, mais sauf qu'on peut pas l'éditer parce que là-dedans c'est bien, mais il faudrait qu'on le réécrive. Alors je dis réécrire c'est quoi ? Non, je sais pas, on va le réécrire, vous allez être très content de votre livre, vous allez voir quand vous le verrez, mais il faut qu'on le réécrive. Bon, je comprenais pas trop, on va pas le citer, il s'appelle Le Seuil, et donc finalement j'ai découvert que Le Seuil publiait aussi Madame Jospin par exemple, était très proche du Parti Socialiste, et donc il y avait des choses là-dedans qui gênaient un peu, il fallait pas dire que il y avait eu des pratiques pas très bien. Et puis j'ai réussi, par le plus grand hasard, je connaissais pas du tout, à tomber sur Thierry Pfister, donc qui était éditeur, ancien journaliste du Monde, éditeur chez Albin Michel. Thierry Pfister, les plus jeunes s'en rappellent pas, mais il a été conseiller de François Mitterrand au ministère de Pierre Mauroy, Premier ministre. Et donc très engagé aux côtés de François Mitterrand à l'époque en 81, et en 83 il a claqué la porte en disant on n'est pas venu pour ça, donc il a écrit après le fameux bouquin le fantôme de l'Élysée dont on a pas mal entendu parler. Et donc Pfister est devenu éditeur chez Albin Michel et m'a dit moi je fais parce que personne le fera, donc on le fait. C'est vrai que ça a été très compliqué, c'est remonté au conseil d'administration d'Albin Michel pour savoir si on prenait pas des risques, etc. Bon, ils l'ont fait, donc voilà. Et puis
Bah voilà, c'est aussi ça le modernisme et la mondialisation peut-être, j'en sais pas, en tout cas l'économie ultralibérale. Thierry Pfister a fait valoir ses droits à la retraite l'année dernière. On était parti pour éditer ce bouquin chez lui, et puis de 2 éditeurs qui étaient chez Albin Michel, il y en a plus qu'un. Il y en a un qui est parti en retraite, qui était très efficace. Le second, on a oublié de le remplacer, et du coup, bah voilà, il n'y a pas eu de possibilité d'éditer chez eux avant un certain délai. On me demandait 18 mois pour faire celui-ci, donc j'ai dû me retourner vers un autre, et c'est pourquoi il y a un nouvel éditeur. Avant de reprendre sur le commerce équitable, on regarde quelques minutes de notre épicerie d'alimentation générale. Ils ont rejeté la demande. D'acheter la demande. Ouais. وكيدروا كيفاش نوصلهم. Il faut que tu ailles les voir. خاطر كي كان الجوجمون هذاك ما t'étais absent, ما رحتش. Ils t'ont convoqué, t'as pas été. لا بعثوليش. Là, ils disent qu'ils t'ont envoyé, t'as pas été. D'accord, oui, oui. Tu vas là-bas. Voilà. Parce que là, ils disent que ta femme, elle est pas malade. Ils disent que c'est une femme normale. داكور با مالاد كمان بريان تاعهم ما شديتهاش. Non, tu sais ce que tu vas faire. اييه روح البري. تروح Barbès, tu demandes à un écrivain public, là. وي كان واحد يكتب اسمه. Voilà, tu lui dis qu'il t'écrive une lettre comme quoi t'as pas reçu de convocation. داكور وي. Et tu dis que ta femme est malade. Dis voilà. داكور ميرسي. C'est mieux. Allez, الحاج بالكاز. علي روار. Au revoir. Comme si c'est Pokémon. Oui, chérie. Je veux du bizarre. Hein? Non, je veux pas les jouets lui là. Ah, je sais pas, parce que j'ai 3 vies, ma chère. Ouais, Sacha. Sacha Guitry, allez, on va. Ah, t'as donné un espèce? Qu'est-ce qu'elle On va fout? faire un chèque, moi, parce que 6 fois, je lui ai dit 262 francs 25. Elle t'a donné quelque chose de pas. Elle m'a donné de la mitraille. T'es flic, toi. T'es flic. Non, mais admettons, t'es flic. Ouais, vas-y. Bon, bah, c'est le boulot qui est con, mais pas toi. Bah non. Voilà. Ouais, mais attends, il y a bien des cons aussi, hein. Eh ouais, hein, je suis désolé. T'es CRS. Bon, bah, le boulot de CRS, c'est un boulot de con. Mais c'est pas toi qui est con. C'est un boulot de Et puis il y en a plein comme ça, il y a plein de trucs comme ça. Eh ouais, mais il y en a plein. Il y en a plein. Des gardiens de prison, je prends, admettons, je sais pas moi, un boxeur, ou un catcheur, c'est intéressant. Ou il y en a un qui fait du striptease, c'est pas un métier de con ça. Ou faire la pute, c'est pas un métier de con ça. Bon ben, c'est pareil. Ah. Il y a plusieurs métiers qui sont comme ça. Aïe, et ben la boulange, avec nos 50 heures, 60 heures, c'est un métier de con. T'arrêtes pas d'être alcoolique, Berthe, qu'est-ce que t'as? Rien. Ta femme, ça va mieux, là? Pouf, voilà, pouf. Elle est en colère après moi. Parce que je vais lui montrer la contravention. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien à foutre. Ah mais oui, tu fais toujours le con, là. Elle a peut-être pas tort, hein? Ah, il me reste 10 ans à vivre, je profite de la vie comme je veux, et puis c'est tout. 56 ans. Si tu mets 20 ans, ça fait 76 ans. Dans quel état je vais arriver à 76 ans? Imagine-toi un peu. Non, mais tu vas être beau. Non. Mais non, faut pas rigoler. Alors, il y a que les clowns qui s'imaginent ça. Mais non, tu vas être bien. Mais non! Je vais pas m'énerver avec ça. Alors, autant je profite, autant je fais le con, et puis c'est tout. Et après, on en prendra plus. Par contre, quand j'arriverai à 76 ans, je commencerai à emmerder les hospices, les maisons de retraite. Mais ça, c'est pas mon problème, j'aurais perdu la tête par la maladie d'Alzheimer. Ça, la foutre.
J'arrive, Kader. Oui, alors ce petit film Alimentation Générale, c'est un film vraiment extra qui est sorti récemment. Hein, et il est sorti le 1er novembre 2006. Donc je sais pas s'il existe déjà en DVD, mais je le conseille vivement. Il a participé à plusieurs festivals et a eu des prix. Hein, c'est vraiment très très intéressant. Alors Christian, j'aimerais qu'on reprenne sur le commerce équitable. Tout le commerce devrait être équitable. Alors comment on est passé du commerce tout court au commerce dit équitable et pourquoi une étiquette? Et je crois qu'il y a même quelqu'un qui est propriétaire du mot, du mot commerce équitable, ce qui est quand même assez incroyable. Oui, mais celui qui est propriétaire, il l'a fait pour protéger quand même. Ouais, ils l'ont fait pour protéger parce que quand ils ont vu que les pires, pour eux, mais s'engouffraient dans le commerce équitable, ils se sont dit il faut qu'on protège et qu'on puisse avoir accès au commerce équitable. Donc c'est vrai que Minga, Michel Besson, a déposé donc la marque commerce équitable, mais la laisse libre, mais se dit que dans le fond comme ça personne ne pourra la capter, etc. C'est vrai que le commerce normalement par essence est équitable parce que s'il est équilibré, s'il y a un rapport entre un fournisseur et son client, théoriquement, on arrive à s'entendre, on essaye effectivement, sauf dans les situations de monopole. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, cette mondialisation néolibérale nous a amené à une concentration toujours plus forte entre les acteurs économiques, qu'ils soient industriels, de l'agroalimentaire, de la transformation ou de la distribution, du commerce. Et donc, effectivement, on a un rapport déséquilibré puisqu'on a une multitude de petits paysans, tout petits, vraiment microscopiques, et puis en face, de très grands groupes qui imposent leurs lois finalement. Donc, c'est plus la loi du commerce, c'est plus la loi du marché, c'est plus non plus, contrairement à ce qu'on nous dit, un véritable libéralisme, puisque le libéralisme, ce serait d'avoir autant pratiquement de fournisseurs que de clients. Il y a un équilibre. C'est tout le contraire. On a aujourd'hui une concentration. Donc, c'est vrai que le mérite, en tout cas, de ce commerce équitable et de ceux qui l'ont, vulgarisé, en tout cas fait connaître, c'est d'avoir, à mon avis, attiré l'attention sur le commerce inéquitable, justement. C'est que si on parle de commerce équitable, c'est que par différence, quelque part, il y a un commerce inéquitable, qui est en vérité la loi en tout cas la généralité, quoi. Le commerce inéquitable, c'est vraiment ce qui est la généralité des relations du commerce. Donc, pourquoi? Oui, parce que dans ton livre que Hermès, c'était le dieu du commerce, des voleurs Exactement. et des menteurs. Exactement. Et il ne faut pas oublier aussi qu'Aristote déjà parlait lui aussi d'équité 300 ans avant Jésus-Christ quand même. Donc c'est pas tout à fait d'hier. Mais on a aujourd'hui ces rapports tout à fait inéquitables parce que on le sait tous très bien. On a des grands groupes qui veulent capter la richesse, qui veulent beaucoup de profits, beaucoup de résultats pour leurs actionnaires, pour etc. la bourse. Et donc finalement une pression toujours plus forte sur ceux qui produisent. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui va se généraliser. C'est ça qui pose problème. Et en plus, c'est encouragé par le FMI, par la Banque mondiale, par l'OMC, évidemment, qui va réglementer les rapports commerciaux partout sur la planète. Et finalement, c'est la loi du plus fort partout. Donc voilà. Donc c'est pourquoi ce commerce équitable est une idée malgré tout très très intéressante, qui est justement l'idée de la juste répartition de la valeur en fait. Moi, j'ai une définition, c'est effectivement du commerce équitable qui est peut-être un peu différente de celle de Max Havelaar. Max Havelaar, on s'en rappelle, interpelle le consommateur en demandant, à l'époque on parlait en francs, êtes-vous prêt à payer 1 franc de plus pour qu'un produit soit équitable, pour qu'un paquet de café soit équitable? Ça c'est une logique, c'est-à-dire qu'on va dire voilà, les malheurs qui arrivent aux petits producteurs de café, là-bas, à l'autre bout de la planète, eh bien c'est vous qui consommez du café, donc il faut maintenant réparer les dégâts sociaux qu'occasionnent ces pratiques. Si vous êtes prêts à payer 1 franc de plus pour un paquet de café, on peut le dire en euros, eh bien finalement on acceptera nous de donner un petit peu plus aux petits producteurs. Sous-entendu, on ne va rien changer à nos pratiques. Nous, distributeurs, nos marges sont les mêmes, marge avant, marge arrière. On ne va rien changer aux pratiques des grandes entreprises transnationales, dans la torréfaction, les Nestlé et les autres. Pas du tout, mais simplement on va culpabiliser le consommateur. Ça c'est une approche. La deuxième approche est de se dire dans le fond l'équitable c'est pas ça du tout. On a payé un prix pour le produit qu'on achète, le prix est donné, peu importe. Et ensuite, eh bien, la question, c'est de savoir comment va se répartir ce prix, comment va se répartir la richesse. Est-ce que vraiment, on va faire de l'équité vis-à-vis du producteur, du paysan, vis-à-vis des gens qui travaillent pour lui, vis-à-vis de ceux qui transportent là-bas dans les pays du Sud, vis-à-vis de ceux qui transportent entre le Sud et le Nord, par rapport à ceux qui transportent ici au Nord, par rapport jusqu'à la caissière de l'hypermarché. Et là, il y aurait une vraie équité s'il y avait vraiment une approche filière, justement, tout au long du producteur au consommateur. Or, ce qu'on nous impose aujourd'hui, c'est un commerce équitable qui est simplement un petit plus pour le petit producteur. Et même pire, j'ai vu dans ton livre que finalement, parfois, on détruit
tout le réseau intermédiaire en remplaçant ce réseau intermédiaire qui peut être local et donc faire des emplois locaux et vivre des gens localement par une labellisation par des gens du Nord ou par des contrôles par des contrôles de sociétés du Nord. Exactement. Finalement. Ce commerce équitable-là fait très clairement le bonheur des sociétés d'audit. Au Nord, bien entendu, il ne s'agit pas de faire des contrôles organisés par le Sud. Non, c'est des gens du Nord. Alors, c'est merveilleux parce que des jeunes cadres dynamiques partent d'ici, de nos pays du Nord, partent avec des avions, évidemment, on peut pas faire autrement, descendent dans de très beaux hôtels dans les pays du Sud, louent des 4x4 rutilants, etc. Tout ça, ça fait marcher les loueurs de voitures, ça fait marcher les groupes hôteliers, mais en tout cas, le coût de l'équitable, finalement, il reste dans les pays du Nord. Et je parle de l'équitable, d'une façon générale, celui de Max Havelaar pour être très clair, parce qu'il y a d'autres approches, évidemment. Et donc, on est là dans une logique où, finalement, la richesse retourne à la richesse et qu'il y a très peu distribué dans les pays du Sud. Il y a si peu d'ailleurs, si on prend les chiffres de Max Havelaar, on s'aperçoit que c'est 50 millions d'euros qui sont distribués grâce à son commerce équitable. Alors on peut se dire 50 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sous, il y a beaucoup de zéros. Mais on sait aussi, et Max Havelaar le dit en premier, il y a 1 million de bénéficiaires. Si on compte bien, c'est un peu mon métier, c'est aussi le tien, 50 millions divisé par 1 million, ça fait 50 euros. 50 euros par an. Si tu veux savoir combien par mois, tu divises 50 euros par 12, ça fait un peu plus de 4 euros par mois. Là-dessus, il faut payer les frais de coopérative, il faut payer les frais de douane, il faut payer les frais de transport locaux, etc. Ce qui veut dire qu'il reste pas grand-chose. Il reste tellement peu d'ailleurs, en moyenne, que les plus malheureux, j'allais dire, du système, de la filière, c'est-à-dire pas seulement les petits producteurs pauvres, mais aussi et surtout les paysans sans terre, donc ceux qui doivent vendre leur force de travail à des paysans. On sait très bien qu'un producteur de café, même le plus petit, c'est quelqu'un qui emploie de 30 à 50 salariés par an, des travailleurs journaliers, saisonniers, etc. Eh bien, ces gens, ces ouvriers, ces travailleurs pauvres sont exclus du système de l'équitable. Ils sont pas concernés. Seul le producteur est intéressé dans le système Max Havelaar. Ce qui veut dire qu'en vérité, eh bien, on a très peu de retours. Très peu de retours. C'est un vrai bonheur pour les jeunes cadres dynamiques qui sortent d'HEC pour faire de l'audit. Ça, c'est merveilleux. Mais de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté bien sûr, au sud, eh bien, c'est tout à fait différent, en fait. Et la richesse, encore une fois, elle est très peu significative par rapport à ces pays-là. Donc il y a d'autres gens qui réfléchissent, comme Minga, on l'a dit, comme artisan du monde, à une approche filière cette fois, en se disant l'équitable, c'est une vraie répartition. Il faut qu'on regarde comment sont traités les paysans, mais aussi comment sont traités leurs salariés, mais comment aussi sont traités les transporteurs. On a un gros souci aujourd'hui qui est le transport international, parce que personne n'a un poids suffisant pour imposer des normes sociales dans le transport maritime. Donc c'est vrai que quand on envoie 1 ou 2 containers de café, on peut pas exiger au porte-containers d'avoir surtout des conditions sociales sur son bateau. On sait aussi quand même, il faut pas l'oublier, que le transport maritime, c'est un des plus violents, je veux dire, en termes sociaux. Il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de protection, il n'y a pas quoi que ce soit. N'oublions pas qu'il y a 6000 marins chaque année qui embarquent sur des bateaux et qui n'arrivent jamais à bon port, en fait. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, ou ils meurent en cours de route, ou ça peut arriver de tomber à l'eau. En tout cas, 6000 marins qui peut-être ont contesté en cours de traversée, on ne sait pas trop, en tout cas, qui disparaissent, voilà. Donc, et tout ça, bien sûr, sans protection, sans convention collective, sans quoi que ce soit. Donc, là, on ne sait pas bien faire, c'est vrai. Là, même en équitable, on ne sait pas transporter équitablement aujourd'hui. Mais, ce qui est intéressant, c'est que des gens approchent l'approche filière sans répétition, donc ça approche l'équitable en approche filière, en réfléchissant au fait qu'il faut de l'équitable tout au long, du producteur au consommateur, et pas seulement ce petit plus aux petits producteurs pauvres du Sud, comme le prétend Max Havelaar. Mais alors, tout n'est pas pourri dans l'équitable. Heureusement que non. Bon, donc ce qui n'est pas pourri, ça représente peu de choses ou ça se développe? J'ai envie de dire, ça représente beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, l'équitable, d'abord, c'est pas que ce qui est logotisé équitable. On a autour de nous plein de gens qui font de l'équitable. Se développent aujourd'hui dans nos pays du Nord les fameuses AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Pour moi, ça, c'est du commerce équitable. J'étais il y a pas longtemps avec des animateurs du réseau Nature et Progrès. Ce que fait Nature et Progrès avec sa bio, c'est du commerce équitable. Et puis, il y a plein de gens, ton garagie, je sais pas, le restaurant auquel tu déjeunes, qui fait un vrai commerce équitable s'il traite correctement ses salariés, s'il respecte ses clients, s'il respecte ses fournisseurs. Donc l'équitable, c'est pas seulement une petite niche quelque part au fond de l'hypermarché où il y a marqué sur le produit commerce équitable, c'est aussi des comportements corrects qu'ont tes clients, qu'ont mes clients, qu'ont les gens qu'on voit autour de nous. Donc l'équitable, à la fois, c'est pas grand chose vu du point de vue de ce qu'on appelle le commerce équitable logotisé comme tel. C'est aussi quand même des pratiques encore largement répandues, fort heureusement, entre les gens qui font du commerce entre eux. Donc voilà. Mais ceci dit, dans le commerce équitable pur et dur, celui qui s'en revendique en tout cas, la part d'équitable, c'est très minime. Ceux qui ont une démarche différenciée,
comme le réseau Minga, comme Artisans du Monde, comme quelques autres, Brésarez, le réseau du commerce équitable breton, sont une infime partie par rapport au commerce équitable à la Max Havelaar, évidemment, qui pèse très très lourd, puisque associé à Starbucks, à McDo et à la grande distribution. Alors, on parlait tout à l'heure de l'action politique en faveur ou pour limiter la grande distribution. En matière de commerce équitable, je crois que les politiques s'en sont également inquiétés. Ouais. Mais pas forcément dans le bon sens. Dans le mauvais sens du terme, comme on disait tout à l'heure, c'est que d'abord c'est assez étonnant. Un gouvernement Raffarin puis de Villepin, quand même plutôt libéral, qui nous dit à longueur de temps, laissons faire le marché doit tout réguler, on le sait bien. On sait aussi, ça on le dit un peu moins, que le malheur qui est arrivé aux petits producteurs de café, c'est justement à cause du marché. Puisque rappelons-nous que depuis 1962 jusqu'en 1989, les cours du café étaient régulés. Il y avait les fameux AIC, accords internationaux sur le café, et donc les paysans producteurs avaient une rémunération, des prix rémunérateurs, ce qui permettait de vivre à peu près décemment, d'avoir un toit au-dessus de la tête, de pouvoir soigner les enfants quand ils étaient malades, etc. Et donc quand il y a eu les fameuses années Reagan, Thatcher, etc., donc la libéralisation, les États-Unis se sont retirés des accords sur le café. On dit c'est le marché qui va réguler. Sauf que le marché, c'est une poignée de grosses entreprises transnationales qui dictent leurs lois. Évidemment, les cours se sont effondrés. Donc, et du coup, pardon, mais j'ai perdu ta question en cours de route. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les politiques sont intervenus pour aider le commerce équitable. Absolument. Et donc, mais pas forcément. C'est ce qu'ils prétendent en tout cas, puisque deux gouvernements libéraux, Raffarin et de Villepin, se sont intéressés au commerce équitable. Et c'est très étonnant, comme il y a eu l'affaire du CPE pour les étudiants, les lycéens, on a décidé de voter le CPE pendant les vacances scolaires. Eh bien, on a voté la loi sur le commerce équitable le 2 août 2005. Le 2 août, c'est pas neutre. Les gens qui partent en vacances en juillet sont pas tout à fait revenus, en tout cas la tête un peu ailleurs, encore sur la plage. Ceux qui partent en août, ils préparent les affaires, etc. Personne ne va s'amuser et perd son temps à lire le journal officiel le 2 août, comme on l'imagine. En plus, c'est une loi de 108 articles, très très longue, qui parle de tout, qui parle du statut, du conjoint, salarié, qui parle de la téléphonie mobile, qui parle d'une réforme des chambres de commerce, tout ce qu'on veut. Et puis en plein milieu, un article unique, l'article 60, qui va codifier, définir le commerce équitable. Et c'est là qu'on dit, le commerce équitable, non, c'est pas pour nous, pays du Nord, c'est pas pour nos paysans dans la proximité, c'est pas pour nos caissiers d'hypermarché, non, ça les concerne pas. Le commerce équitable, c'est les petits producteurs les plus défavorisés des pays les plus pauvres. Voilà ce qu'on écrit. Et donc, autrement dit, on va exclure du champ de l'équitable, justement, tout le commerce comme on le pratique, évidemment. On aimerait bien se dire que le commerce équitable, c'est formidable par rapport aux pays du Sud, ça doit être la norme dans les pays du Sud, bien sûr, mais aussi dans nos pays du Nord. Il faudrait que l'équitable se pratique partout. Or, là, on a exclu du champ, donc ce qui veut dire que clairement, on est pratiquement dans l'illégalité si on pratiquait un commerce équitable dans les rapports Nord-Nord. Fort heureusement, il n'y a pas de décret d'application. Donc aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui s'appelle Changeons la loi, donc qui a été initié par la Confédération paysanne, initié par Nature et Progrès, par Minga, par j'en ai perdu un, Brésarez, donc le réseau, la fédération du commerce équitable bretonne, qui donc appelle les consommateurs, les citoyens consommateurs à signer pour qu'on change cette loi et pour qu'on fasse en sorte que l'équitable s'applique aussi dans les rapports Nord-Nord et pas seulement dans les rapports Nord-Sud. Mais Jospin a également, je crois, favorisé, fait de la publicité pour le commerce équitable et donné des subventions, non d'énormes subventions, alors. À des réseaux. Ah oui, tout à fait. À un réseau essentiellement, qui est quand même le grand bénéficiaire, c'est toujours le même, c'est quand même la marque privée hollandaise, je dis bien marque puisqu'il n'y a pas de label aujourd'hui. Et donc c'est vrai que Lionel Jospin, curieusement, parce qu'on peut dire curieusement, a versé beaucoup de sous à une marque hollandaise. Alors on se dit pourquoi, c'est étonnant, c'est vraiment c'est l'équivalent pour une année de pratiquement 13 millions de francs, si on le dit en francs, pour la ramener en euros. Donc c'est quand même des sommes assez conséquentes. Quand on sait comment le monde associatif a du mal à survivre aujourd'hui, comment on a coupé les vivres aux associations et qu'on voit arriver des sommes aussi importantes dans les escarcelles de Max Havelaar, on peut se poser des questions. Et on découvre, si on s'interroge, qu'il y a eu des contreparties, évidemment. On avait quelques soucis avec une formidable entreprise qui s'appelle la CFDT,
CFDT qui est un comptoir cotonnier africain, une entreprise nationalisée en France, et on s'est dit c'est pas normal que l'État français fasse du coton africain, c'est pas son rôle, donc on va privatiser. Et donc on a privatisé cette fameuse CFDT. La CFDT, c'était le bras armé de ce qu'on appelait la France-Afrique en fait. Ça permettait de faire tout ce qu'on connaît bien, d'implanter des dictateurs, de supprimer des gens qu'on n'aimait pas bien, etc. Donc ça a servi à ça la CFDT. Alors on a changé le nom, on l'a appelé Dagris en fait. Dagris c'est plus élégant, puis comme ça on efface un peu l'histoire et c'est très bien. Et Dagris a une particularité, c'est que Dagris a donc été privatisé, mais il se trouve que parallèlement, par le plus grand des hasards évidemment, la Banque mondiale, le FMI, pousse les pays africains producteurs de coton à eux-mêmes privatiser leurs entreprises cotonnières. Et alors qui peut bien racheter ces entreprises? Pas les Africains, ils n'ont pas trop les moyens, mais ça tombe bien, Dagris, qui a beaucoup de sous, a racheté les entreprises africaines partout et donc a filialisé ces entreprises africaines. Évidemment, les paysans africains se disent, là il y a un souci, parce que jusqu'à présent ils avaient affaire à des entreprises nationales qui leur garantissaient des cours minimaux, donc des cours rémunérateurs qui permettaient de se nourrir, de s'habiller, de vivre à peu près décemment. Et là, ils deviennent d'un seul coup dépendants d'entreprises privées, elles-mêmes filiales d'une entreprise privée française, donc Dagris, cotée en bourse, etc. Et puis, donc, ils apprécient pas trop, les Africains, les producteurs de coton. Et puis, deuxième petite misère, mais pas des moindres, les Africains découvrent que Dagris est un promoteur d'OGM, impose des OGM dans le coton, et on sait bien que pour produire des OGM, faut pas avoir un petit lopin de terre, faut plutôt des grosses étendues, c'est plus commode. Donc on va pousser tous les petits paysans en dehors de leur terre et favoriser bien sûr les grosses exploitations, comme on le sait bien. Alors c'est encore pas très bon non plus pour le paysan africain. Et donc pour faire passer tout ça, on a passé des accords entre Max Havelaar et Dagris. Max Havelaar traînait un peu des pieds. Et donc, finalement, Dagris a passé les accords et aujourd'hui commercialise du coton équitable pour 3000 petits producteurs de coton, sachant qu'il est en compte avec 240 000 producteurs par ailleurs. Donc, on voit que c'est pas grand chose. Ça permet de communiquer et ça permet surtout de faire savoir aux producteurs africains, de dire, voyez bien, Dagris c'est pas si méchant, voyons, il y a le logo Max Havelaar sur ses produits. Donc voilà. Et avec cette démarche, en contrepartie, on a financé le coton équitable de Max Havelaar avec beaucoup d'argent effectivement. Alors j'avais, pour rester dans la ligne droite de cet exemple et de cette explication, donc on voit que dans les pays du Nord, c'est déjà compliqué d'avoir une législation, le législateur et le politique qui s'engagent pour essayer justement de réglementer un peu ces secteurs-là. Et cet été, donc j'étais à Madagascar et je rencontrais un copain qui est installé depuis 15 ans, 20 ans et qui a tenté de fédérer un peu les petits producteurs de vanille de Madagascar pour essayer justement de créer des coopératives et de faire en sorte qu'il y ait un retour plus intéressant sur la production que celle qu'ils ont en traitant avec les grands groupes, quoi. Et donc il a réussi effectivement à mettre en place ces coopérateurs, à les fédérer, et puis on lui a fait comprendre rapidement que c'était pas une très bonne idée, quoi. Et on lui a fait comprendre tellement bien que ça s'est terminé à Tana, donc à la capitale de Madagascar, dans une boîte de nuit où il se retrouvait avec un P38 sur la tête. Et on a dit maintenant c'est terminé. Et donc ça venait d'un des rois de la vanille qui a le marché malgache et qui a beaucoup d'immeubles à Boston, à Chicago, etc. Donc effectivement, dans les pays du Sud, c'est vrai que au-delà des grands affrontements, même quand la population essaie à des micro-échelles de s'organiser, on sent qu'il y a une pression énorme sur le démantèlement de ces initiatives-là. Et d'ailleurs, parenthèse plutôt anecdotique, mais le représentant de la Banque mondiale à Madagascar, enfin dans l'océan Indien, s'appelle James Bond. Et effectivement, on est bien dans un rapport un petit peu d'agents secrets, d'agents spéciaux, et c'est vraiment une guerre qui est en train de se livrer là-bas. Juste pour revenir sur Max Havelaar, est-ce que Max Havelaar, en termes de capital, est complètement indépendant ou on retrouve des pourcentages de filiales, de grands groupes à l'intérieur ? Non, faut être très clair. Max Havelaar est une association, donc il n'y a pas de capital effectivement. C'est vraiment une association et il y a des initiatives Max Havelaar donc par pays. Donc il y a une association qui est française, une belge, une italienne, une suisse, etc. Donc on n'a pas d'histoire de capitaux. Et ce qu'il faut aussi bien rappeler, j'aurais peut-être dû le faire au début, c'est que Max Havelaar ne commercialise pas en fait. Il n'achète pas des produits, il ne les revend pas. Il se contente donc de mettre son logo, donc de rédiger un cahier des charges et de contrôler comme il le peut, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, et donc de mettre finalement son logo sur des produits que donc des commerçants achèteront à des producteurs réputés équitables, c'est tout. Donc à partir de là, il n'y a pas d'argent, mais c'est vrai justement que s'il y a un peu confusion, parce que malgré tout, l'association sert de béquille quelque part au pire, c'est-à-dire que vraiment on dénonce les pratiques néolibérales de ces grands groupes très violents, et quelque part, Max Havelaar va servir justement de béquille, de cache-chèque quelque part pour finalement redorer un petit peu la virginité
virginité de ces entreprises, quoi. Et c'est là qu'il y a un rôle qui est tout à fait. Alors c'est là que le politique se mélange parce que on a des financements publics très importants, parce qu'on va couvrir derrière certains agissements, notamment tous les réseaux, encore une fois, la France-Afrique, quoi. Très clairement, il faut s'étonner d'une chose, c'est qu'est-ce que vient faire le ministère de la coopération à financer une marque hollandaise qui a des implantations en Afrique dans les pays du tiers-monde. C'est étonnant. Pourquoi la coopération? Pourquoi le commerce équitable? Pourquoi tout ça? Et finalement, si on fouille un peu, on retrouve tous ces sympathiques réseaux qui avaient dénoncé François-Xavier Verschaff, bien entendu. Bien sûr. Mais Carrefour fait aussi, non pas de l'équitable, mais fait un contrôle sur certains fournisseurs, oui, sans trop communiquer là-dessus, d'ailleurs, ce qu'on peut reconnaître une certaine honnêteté en la matière. Ça, est-ce que ça devrait pas se développer? C'est la grande mode aujourd'hui. Chacun y va de ses produits éthiques, de ses produits équitables, de ses produits de développement durable. On a fait aujourd'hui du café durable. C'est formidable. Vraiment, le café, ça passe, il est durable. Bon. Mais on est dans, voilà, chacun y va, ça fait vendre. Si j'aime bien dire, si quelqu'un veut lancer demain une marque de café nouvelle, eh bien, ça sera très difficile parce que le café, le marché est saturé. On a du bon café, on peut le dire. Donc comment se différencier, c'est pas évident. Si la même personne met sur son paquet de café commerce équitable, café durable, protection de la planète, tout ce qu'on veut bien, et bien là, d'un seul coup, on va vendre parce que le consommateur est demandeur et qu'il y a une image qui se valorise grâce à ça. Donc c'est vrai que Carrefour lance ses propres produits, va lancer d'ailleurs son propre label équitable, label propre logo en tout cas, en disant voilà, ça c'est traité équitablement. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas interdit. Aujourd'hui, c'est la foire, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Pourquoi pas Carrefour? Encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces mots. On a collé deux mots, un mot sympathique et un autre mot. Le mot commerce, bon, c'est le commerce. On met équitable et ça fait vendre. À partir de là, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas de définition. Donc il y a des gens qui font un petit peu d'équitable et dans leur esprit ils font de l'équitable. D'autres qui vont beaucoup plus loin. Comment on différencie l'un et l'autre, on ne sait pas. Il n'y a pas encore une fois de normes, il n'y a rien du tout, quoi. C'est vraiment. Oui, c'est comme le développement durable. Finalement, l'équitable, c'est une belle étiquette qui permet de mieux vendre. Voilà, on n'a pas envie d'être des vilains, des méchants et que notre consommation entraîne le malheur quelque part au bout de la planète. Donc si on nous dit que boire un café c'est sympa parce qu'en plus il y a des enfants qui iront à l'école, qui seront soignés, qui auront un avenir devant eux, c'est plutôt sympa, on a plutôt envie de prendre ce café-là. Mais ce qu'on voit bien, c'est que, contrairement à ce que nous racontent les acteurs du commerce équitable qui ont franchi le pas de la grande distribution, eh bien il n'y a pas de contamination comme ils disent. Parce qu'au départ l'idée était de dire on met un peu d'équitable dans les grandes surfaces, ça va entre guillemets contaminer les autres rayons, tout va devenir équitable au miracle, c'est merveilleux. Et on voit que c'est pas ça du tout. D'ailleurs si on va dans certains réseaux de la grande distribution, on voit qu'il y a des produits classiques et quelque part là-bas au fond de rayon, un petit espace commerce équitable. Pas question que le café devienne équitable, pas question que le chocolat devienne équitable, bien entendu. On a des produits pour répondre à une demande bien spécifique. Le reste, bien sûr, est inéquitable. Moi, j'aime bien quand je vais dans un hypermarché et qu'on vient me présenter en me disant vous avez vu là-bas, ça c'est le rayon équitable. Je leur dis ok, d'accord, mais alors ce qui est autour de nous, c'est quoi? Vous appelez ça comment? Bien sûr, c'est le commerce inéquitable par définition, bien évidemment. Ça, il n'y a pas question d'y toucher. J'aurais juste peut-être rappeler une déclaration de Michel-Édouard Leclerc qui disait il n'y a pas longtemps, c'est là part essentiel, il disait on est au tout début du commerce équitable et avec son développement, eh bien les producteurs vont pouvoir écraser leurs coûts de production, nous allons pouvoir augmenter nos marges. Une déclaration au magazine Entreprise, toute récente. Donc, quand on dit écraser les coûts de production, ça veut dire quoi? Les matières premières sont déjà au plus bas, on ne peut pas faire plus bas. La seule variable d'ajustement, eh bien, c'est l'humain, c'est les salaires, c'est la protection sociale, c'est tout ce qui est humain, en fait. Donc, on voit bien qu'on est dans la même logique. Il faut écraser les prix, on va faire du business, on aura plus de marge. On n'est pas du tout dans le domaine de l'équitable ici. Alors, il y a de la récupération de l'étiquette. Mais il y a aussi de la récupération d'entreprises existantes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Body Shop? Ah le Body Shop c'est terrible parce que c'est une femme, une Anglaise qui a créé il y a un certain nombre d'années une marque de cosmétiques, de cosmétiques qui avait notamment son combat, c'était de dire, eh bien d'abord il faut qu'on rémunère correctement ceux qui produisent, mais aussi avant tout l'absence de tests sur les animaux, puisqu'on sait que les cosmétiques sont les pratiques sont extrêmement violentes par rapport aux animaux. On va injecter dans les yeux des lapins, des chats, du shampoing à longueur de temps, alors qu'on sait très bien faire du savon qui n'irriterait pas les yeux pour l'humain, mais bon, faut passer par ces tests. Et donc cette femme s'est dit, mais dans le fond, je vais sortir une gamme de produits
voulez qu'on va avertir les consommatrices, les consommateurs, en disant voilà, mes produits ne sont pas testés sur des animaux. Pas besoin d'irriter la peau d'un lapin pour savoir si une crème est hydratante et satisfait aux besoins des humains. Et donc, elle a développé son business. Elle a créé beaucoup de boutiques, un peu plus de 7000 boutiques dans le monde, effectivement. C'est pas tout à fait rien. Et puis, un jour, conseillé, je ne sais comment, peut-être on imagine aussi par certains cabinets d'audit qui sont à la fois conseillers, partie prenante. En tout cas, elle a décidé, d'ouvrir son capital, d'introduire sa merveilleuse entreprise qui marchait fort bien en bourse. Et évidemment, des gens ont acheté un petit peu d'actions, beaucoup, passionnément, à la folie. Un jour, sont devenus majoritaires chez elle. Et puis, lui ont dit, voilà, madame, c'est bien votre truc, mais le militantisme, c'est sympa. Mais nous, on est là pour faire du commerce, du business, gagner beaucoup de sous. Et finalement, pour faire court, aujourd'hui, ces gens se sont vendus aux pires ennemis des animaux, à L'Oréal, pour pas le citer, le groupe L'Oréal. Et aujourd'hui, Body Shop est malheureusement devenu une filiale de L'Oréal, donc ce qui veut dire qu'on a bouclé la boucle. On a L'Oréal qui a les pires pratiques, parce que là, c'est vraiment dénoncé par les uns les autres, les uns les autres et ceux qui connaissent, par rapport aux animaux, aux tests sur animaux. Et aujourd'hui, comme le marché demande aussi des produits non testés, c'est pas grave, L'Oréal a aussi ça dans sa gamme, donc on peut proposer le produit qui va bien. Comme quoi, finalement, L'Oréal récupère l'aura de Body Shop. Bien sûr, tout en continuant à tester violemment sur des animaux, on n'a rien changé, bien sûr, mais en même temps, la consommatrice qui s'en moque, qui veut un shampoing L'Oréal, elle l'aura. Celle qui se dit, oui, mais moi je veux pas que ça soit testé, pas de problème madame, nous avons aussi Body Shop, vous inquiétez pas. Donc voilà, on offre, comme Leclerc sait te vendre du café produit par des enfants sur les plantations, des gamins de 5-6 ans qui vont cueillir, etc. Puis si vraiment tu veux un café équitable, pas de problème, tenez, nous avons le rayon qui va bien et tout va bien. Donc on répond finalement à une demande du marché, mais on n'est pas dans une philosophie, pas dans une démarche en fait. Alors que, rappelons-le quand même, l'abbé Pierre, Franz van der Hoff, même fondateur de Max Havelaar, y voyait un levier politique. Van der Hoff dit, le commerce équitable en 1988, c'est un levier de transformation de la société. On va changer la violence des rapports économiques avec le commerce équitable qui doit effectivement se répandre, se développer et devenir la norme. On est très loin de ça. Aujourd'hui, on est passé, j'aime bien citer là-dessus, mais on est passé du commerce équitable au commerce de l'équitable, où l'équitable n'est plus qu'un produit parmi d'autres. C'est tout, et pas plus. Mais certainement pas en tout cas une démarche. Alors, est-ce que l'équitable est possible dans le système actuel, avec un système de marché, ou est-ce qu'il faut en venir à un contrôle beaucoup plus strict, éventuellement un contrôle de l'État? Je crois qu'en Belgique, il y a un label qui est contrôlé par le gouvernement. Oui, je sais pas si il y a aussi EcoCert qui se lance dans l'aventure. Comme il certifie la bio, il doit certifier le commerce équitable. Moi, j'ai un petit peu peur qu'on soit en train de réinventer l'eau chaude ou de construire des usines à gaz pour finalement revenir à ce qu'était le commerce à l'origine. Je veux dire, avant qu'on libéralise les marchés et qu'on soit dans un système ultralibéral comme aujourd'hui, néolibéral, on avait des accords internationaux avec des prix régulateurs. Je veux dire, même nos prix paysans ici, le prix de nos paysans, la pomme de terre avait un prix rémunérateur, la tomate avait un cours rémunérateur, le café, le cacao. Bon, aujourd'hui on dit non, c'est libre marché, et puis du coup on invente alors un commerce équitable où il faut des armées de contrôleurs, d'inspecteurs, des avions qui partent dans tous les sens pour emmener ces gens-là, etc. Bon, pour finalement réinventer ce qui existait avant. Donc je crois qu'il faut revenir à des choses plus simples, où l'OMC doit devenir l'organisation mondiale non pas du commerce mais du citoyen, c'est-à-dire remettre l'humain au milieu du débat, et puis effectivement avoir des accords négociés de produits, que la grande distribution se mette autour d'une table avec les gens de l'agroalimentaire, avec ceux qui produisent, et puis qu'on dise voilà, 1 kilo de café, il faut que ça se vende au moins tel prix, sinon c'est pas rémunérateur. Ce qui veut dire que les gens n'ont plus de quoi se loger, n'ont plus de quoi se nourrir, n'ont plus de quoi soigner les enfants, etc. Donc on est quand même dans un monde de fous. T'es expert comptable, moi aussi. Normalement, le commerçant vend un produit à un prix qui lui permet de survivre. Sinon, il ne survit pas. Dans les rapports de la grande distribution avec les fournisseurs, c'est tout le contraire. C'est celui qui achète, qui dit voilà, je sais pas combien ont coûté vos poulets ou vos tomates, je veux pas le savoir, moi j'en donne tant. Voilà combien je vous paye. Donc ce qui veut dire qu'on n'a plus de prix rémunérateur, ce qui veut dire tout ce qui a sa figure en amont. Il faut revenir à des prix rémunérateurs, donc à des accords, me semble-t-il, internationaux. Le rôle de l'OMC, c'est pas de pousser à
toujours plus de libéralisme, me semble-t-il, mais au contraire d'organiser effectivement les échanges. On a besoin. Alors après, certains diront il faut sortir des échanges, sortir du capitalisme, etc. Bon, peut-être aujourd'hui on a un système en tout cas où on a des échanges, des commerçants, des gens qui achètent, des gens qui vendent. On est là-dedans en tout cas. Et je crois que sans le grand soir et sans faire une révolution qui pourra venir autrement, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut déjà remettre les choses sur pied en disant voilà, il faut que l'Organisation mondiale du commerce joue son rôle, effectivement, et pas celui qui est le sien aujourd'hui. Alors que c'est exactement le contraire. Là, je crois que pour le café, le FMI et la Banque mondiale ont accordé des prêts énormes aux paysans de quel pays d'Orient là. Ah oui, tu penses au Vietnam. Au Vietnam, voilà. Sûr, oui, pardon. Et donc Vietnam, le Vietnam effectivement, s'est mis à faire beaucoup de café, n'a pu cultiver des cultures vivrières, et puis le cours du café s'est effondré. Ça, c'est aussi. Et donc là, c'est une provocation du FMI. Les États-Unis avaient quelques petites choses à se faire pardonner, paraît-il, au Vietnam. Et donc, on a dit, c'est pas grave, on va réparer les dommages que vous avez subis. Donc, on va subventionner une nouvelle agriculture. Le café, il y avait déjà surproduction de café dans le monde. Les États-Unis ont donc subventionné, ont obtenu un café de piètre qualité d'abord parce que il n'y avait pas les conditions, et donc ont écroulé complètement le marché en fait. Donc ça a été au bénéfice de l'entrance nationale évidemment. On a cassé le cours du café avec cette surproduction qui vient effectivement de ce Vietnam qui s'est lancé là-dedans, qui a abandonné les cultures vivrières et donc pour produire ses produits d'exportation. Donc là on marche vraiment sur la tête complètement. Avec le coton, absolument, avec le coton, et on fait beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'on a inventé les fleurs équitables, et Max Havelaar, malheureusement, il faut le citer, est aussi à la source de tout ça. Donc on a aujourd'hui des paysans africains, quand je dis paysans, en plus ce sont des gros sites de production souvent, qui s'accaparent des terres, qui vont produire des fleurs en Tanzanie par exemple, des fleurs qu'on répute équitables, ce qui veut dire qu'on a des femmes, le plus souvent ce sont des femmes qui travaillent sur les plantations, qui travaillent sans protection aucune, avec des produits chimiques, donc des gens qui sont brûlés, qui ont la peau brûlée, les jambes brûlées, mais aussi les poumons, etc., les yeux, des gens qui deviennent aveugles, donc qui produisent des fleurs équitables, réputées équitables, qui arrivent ensuite par avion cargo réfrigéré pour être consommées dans les pays du Nord. Donc pour ceux qui considèrent que l'équitable c'est une approche écologique, eh bien on voit que c'est tout le contraire. On abandonne les cultures vivrières, on va pousser à des échanges nord-sud toujours plus nombreux, au lieu de faire des échanges sud-sud, de pouvoir nourrir les populations locales. Donc on le voit avec le miel. Aujourd'hui, nos apiculteurs ont les plus grandes difficultés pour vendre leurs produits. Et puis on va pousser des paysans du sud à se lancer dans la culture dans la production de miel. Et puis voilà, on a des pots de miel qui font des 8, 10, 12 000 kilomètres, pendant que les apiculteurs abandonnent le terrain. Donc c'est vraiment une logique complètement désastreuse. Je suis un peu inquiet parce que dans notre association, on accorde depuis très peu de temps des microcrédits à des producteurs de miel du Mali. Donc il faudra peut-être qu'on fasse attention. Il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une. Non, mais c'est bien. Non, mais les microcrédits, exactement. Ce qu'il y a, c'est que on est en train de créer effectivement un commerce équitable au rapport Nord-Sud, où le dominant est toujours le pays du Nord. Regardons bien, je suis à les initiatives du commerce équitable aujourd'hui. Vous verrez pas beaucoup quand on va dans des forums. On voit pas un Africain là-dedans. C'est toujours les braves penseurs bienfaiteurs du Nord qui pensent équitable pour les pays du Sud. C'est étonnant ça quand même. Comment se fait-il que ce soit pas les gens du Sud qui s'organisent, qui nous vendent leurs produits, etc. Donc là, il y a vraiment un gros souci. Moi, je pense que l'équitable, c'est le jour où vraiment ces producteurs-là, ces pays-là s'organiseront pour nous vendre leurs produits. Alors, il y a des démarches. On parlait tout à l'heure de Minga, faut pas tout noircir non plus. Il y a des gens qui font vraiment de l'équitable. Minga a lancé un café qui s'appelle El Futuro, qui là, effectivement, intègre la chaîne le plus loin possible. On a le producteur de café, on a ses salariés, bien entendu, et puis on va torréfier sur place, là-bas, on va emballer sur place, conditionner, et donc les pays du Sud donc nous vendent un café prêt à consommer quelque part. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de commerce équitable, c'est quoi? C'est payer un peu plus cher quelques grains de café, vert, c'est bien de payer un peu plus cher. Mais tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui fait la richesse, la transformation, l'emballage, la torréfaction, tout ce qu'on connaît bien, c'est forcément les pays du Nord qui le font. Donc évidemment, dans le prix d'un paquet de café, la plus grosse partie, la majeure partie, c'est quand même tout ce qui revient dans les pays du Nord finalement. Très peu, même sur un produit équitable, revient dans le pays du Sud. Et alors, je crois que tu reprochais aux filières équitables un manque de transparence évident, parce que toi, en tant qu'expert comptable, tu t'intéressais aux comptes et tu as eu du mal.
Bah, j'aurais bien voulu. Alors, je suis allé chez Leclerc, puis j'ai demandé à monsieur Michel-Édouard Leclerc, puisque vous vendez l'équitable, dites-moi comment se structure le prix d'un paquet de café Leclerc, donc marque européenne, qui est réputé équitable. Et là, on me répond, non, attendez, c'est de l'équitable, c'est vrai, mais secret commercial, vous n'avez pas le droit de savoir. Alors, on pose la question à Malango, on dit, mais vous faites de l'équitable, donc c'est quoi? J'achète un paquet de café 3 €, dites-moi où vont mes 3 €. Moi, je pensais aux travaux qu'avait fait le collectif de l'éthique sur étiquette sur les paires de chaussures de sport, et je me disais, on va me dire, 3 €, c'est 2 points, donc tant pour le producteur, tant pour le transporteur, tant pour celui qui distribue. Je comprends bien que le distributeur a aussi besoin d'un peu de sous. Et là on m'a dit non, là aussi secret commercial, vous n'avez pas le droit de savoir. Donc c'est vrai qu'on est dans une espèce de logique ou une espèce de croyance quelque part où on nous demande de croire en ces gens qui nous disent voilà, on fait du bien, on est l'axe du bien, on fait de l'équitable, croyez-nous. On l'a marqué, donc c'est vrai. Et c'est vrai que c'est tout le contraire qu'attend ce qu'on appelle le consommateur. C'est vrai que les gens veulent bien avoir une consommation citoyenne, mais quelque part aimeraient bien comprendre, qu'est-ce qu'il y a dans l'envers du décor. Qu'est-ce que je paye, où ça va, qu'est-ce que je rémunère, etc. Ça, pas question. Donc on a, par contre, quand je dis pas question, encore une fois, dans cette logique, on a des gens comme Azimut, qui font des vêtements équitables, qui mettent sur Internet leur compte, on sait combien ils gagnent, quelle rémunération, quels sont leurs frais de déplacement, etc. Combien va au producteur. On a Minga, Andine, qui effectivement là aussi nous donne une parfaite transparence, livre ses comptes. On peut aller chez Minga demain matin ensemble ou n'importe quel consommateur, exiger de voir les comptes et on aura les comptes. Ils seront mis sur la table, on pourra éplucher, faire un audit, voir tout ce qu'on veut. Je crois que l'équitable c'est un minimum de transparence forcément, évidemment, sinon on peut pas parler d'équitable. Mais malgré tout, la majeure partie des acteurs d'équitable se réfugient derrière le secret commercial. Juste une question, puisqu'on était sur ce secteur-là. Est-ce que en matière de communication, ces marques-là, c'est-à-dire les marques de commerce équitable, sont aussi féroces par rapport notamment aux enquêtes de journalistes ou à ceux qui seraient critiques sur certaines pratiques ou sur des produits, ou sur la manière de justement informer le consommateur? Est-ce que ils font très attention? Comment ils se comportent par rapport à ceux qui seraient critiques? Ils sont assez violents d'abord, parce que d'abord il y a pas beaucoup, ils ont de la chance, il y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent. Donc c'est vrai que la presse, d'une façon générale, a toujours abordé le commerce équitable comme étant, j'aime bien dire, l'axe du bien. Donc on va pas critiquer, ça se fait pas, c'est pas bien. Donc souvent les journalistes, si on regarde ce qui s'est passé depuis la création de Max Havelaar, ils se contentent, ils connaissent pas trop le commerce équitable, c'est quoi ce truc-là, on sait pas trop comment l'aborder. C'est vrai qu'aussi on n'a pas toujours le temps, et ça tombe bien, il y a des dossiers de presse qui sont fort bien faits, donc on retrouve les mêmes informations dans tous les articles de presse qui parlent du commerce équitable. Clairement, on repique le dossier de presse et tout va bien, on fouille pas trop, etc. Et il y a des organes de presse qui s'y sont intéressés de plus près, comme Politis, qui a été vraiment le tout premier, et pour avoir osé décortiquer, réfléchir un petit peu, essayer de comprendre comment fonctionnait Max Havelaar, on les a sanctionnés. On a dit voilà, maintenant on répondra plus à vos questions. Tout simplement, vous nous cassez les pieds, vous êtes vraiment pas des gens bien, on vous parle plus, donc on veut plus entendre parler de vous. Il y a eu le cas tout récemment avec Que Choisir aussi, qui a osé, j'avais collaboré aussi à cet article, expliquer un peu ce qu'était l'équitable, ce qu'il y avait vraiment, ce qu'il y avait pas, etc. Et là on leur a dit mais non, vous êtes vraiment des idiots, vous comprenez pas, on vous parle plus, c'est pas bien. Bon, l'Humanité, plus récemment, il y a un article assez important de Christelle Chabot qui s'est permis de fouiller un peu, et là encore on a dit mais non, vous n'êtes pas des journalistes sérieux, voilà. Donc chaque fois que quelqu'un s'y intéresse, effectivement, il y a une volonté de ne plus communiquer, sachant qu'il y a déjà une autocensure de la part des journalistes. On se retrouve un petit peu avec le commerce équitable dans le cas de figure de l'Arc avec Monsieur Rosemary, c'est que il y a quelques années, les journalistes disaient on sait qu'il y a un type qui pioche dans la caisse. En même temps, c'est la recherche sur le cancer, c'est quand même une bonne action quelque part. On peut pas taper sur la recherche sur le cancer. On avait un petit peu confondu les gens et on se disait faut pas en parler. Puis certains en ont parlé, puis un jour le scandale est arrivé et les gens ça fait la part des choses entre celui qui prend dans la caisse et puis la bonne action qui est derrière. En équitable, c'est la même chose. Dénoncer comme je l'ai fait, on me le reproche, on me dit ouais, vous avez tué l'équitable, etc. Mais non, c'est le contraire. Il faut le dire. Je pense que ceux qui nuisent le plus à l'équitable sont ceux qui effectivement aujourd'hui ont les pires pratiques. Et puis les gens savent, et c'est assez amusant parce que l'année dernière quand le bouquin est sorti, on m'a dit mais vous avez tout flingué, vous êtes fous, etc. Cette année, on voit beaucoup parce que on approche de la quinzaine équitable et beaucoup d'étudiants se lancent justement, font des actions pendant la quinzaine du commerce équitable. Cette année, ils disent voilà, on a compris, on va faire notre propre démarche, on va s'interroger, qu'est-ce qui est l'équitable, qu'est-ce qui est bien dans l'équitable, qu'est-ce qui va pas, et puis on va réfléchir. Et du coup, ces étudiants, mais pas seulement, vont beaucoup plus loin, réfléchissent et dans le fond vont vers une démarche beaucoup plus équitable, je crois. Donc voilà, je crois qu'il était temps de mettre les pieds dans le plat, de dire ce qui ne va pas. On part d'une idée très intéressante, il y a des déviances.
eh bien, il faut retourner à un véritable commerce équitable et voilà, et dénoncer ceux qui se comportent pas bien. Je crois qu'il n'y a pas de souci à ça. Donc c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, je pense à la quinzaine qui approche, des journalistes osent un peu plus, s'interrogent, et donc il y a un vrai débat. C'était un débat impossible il y a encore un an. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je reconnais à tout ça, c'est qu'un débat s'instaure, que les gens se questionnent et que maintenant enfin on a le droit de parler d'équitable. On fait une petite pause. Désolé pour mes chutes un peu brutales. Ah non, pas du tout. On fait une petite pause et on retourne dans notre alimentation générale. Quelques minutes, on va retrouver la vie quotidienne. Tu prends un petit zine comme ça. Bonjour les dégâts. Ouais. Papy. Oui, j'écoute par les oreilles, non pas par les yeux. Tu veux que je te dise quelque chose? Ah ben oui, j'écoute. Tu veux? Ils sont bien nettoyés déjà. Bravo, papy. Il m'a dit l'hindou là. C'est rien, papy. Je vais fermer cette porte. Je vais fermer la porte là. Je vais fermer ça. Voilà, comme ça, elle s'ouvre. Ouais. Non, c'est bon. Avec tes moustaches rasées et tout, tu as rajeuni 10 ans. Peut-être 5 ans. Tu te sers comme d'habitude ou je viens? Fais comme chez toi, Néné. Canal+. Quand je suis arrivé, c'était un petit enfant de 2 ans, même pas. C'est devenu une femme. Hein, James? Tu te rappelles quand tu bossais, toi? Ouais, je me T'arrivais vers 5h, 6h. Je me rappelle comme aujourd'hui. Avec ta musette, là. Tu te rappelles? La musette. Ben ouais. Ouais. Regarde, papy. 12 ans d'affilée. On se voit tous les jours. Puis là, ces derniers temps, je crois que t'as été bien malade, papy. Hein. J'ai eu peur, là. Oh. Qu'est-ce que je veux? J'ai pas soigné, je veux ça. Et toi, tu bouges. Et moi, je veux ça. Toi, tu bouges. Moi, je veux ça. Ouais, amène la diable. Je veux ça. Oh, moi, je peux choisir. Je veux Vous savez, moi je viens ici, puis après je rentre chez moi, je ne ressors pas. Hein. C'est pour ça du reste que je viens de venir le matin, parce que je suis sûre de rencontrer pas trop, justement. Hein. À cette heure-ci, ils sont encore au lit. Hein. T'es jeune? Oui. Non, le matin, non. Jusqu'à midi, 1h, il y a... Puis de toute façon, même qu'ils te rencontrent, ils te feront rien. C'est surtout tard le soir, vers 8-9h, bon là, ils commencent à faire un peu de bêtises. Oh, il n'y a pas de problème, j'y serai jamais dans la rue à cette heure-là. Oh là, faudrait peut-être mettre des cales à lui. Hein. Tu veux un peu de café, Berthaud? Ça va pas. Ah, il préfère sa petite bière, tiens. Qui? Berthaud. Berthaud, tu veux que je te dise? Tu sais ce qui l'excite? Il a regardé l'émission d'hier. Désir de femme. Tu t'imagines le titre qu'ils ont donné? C'est pas mal. C'était pas mal, mais moi, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai une barre au milieu de ma télé. Merde. T'as peut-être une barre au milieu de ta télé. J'ai les pieds en bas, j'ai les pieds en haut, j'ai la tête en bas. Mais non. Faut plus jamais regarder des films comme hier soir. Ça a dû l'énerver, ça. C'est très moral. Hein. Ah oui, très moral. Bah, c'est-à-dire que c'était... Toi, ça t'aurait plu, Janine?
Parce qu'il parlait comme dans ton époque à toi. Oui. Bah, vous voulez moi, j'aime bien les policiers. Oh, arrête d'Eric et tout compagnie. Non, Derrick, c'est toujours un peu trop la même chose. Moi, j'aime, à chaque fois qu'il y a un petit policier, je le regarde. J'aime bien le policier, moi. Il y a de l'action, il y a du sang, il y a de la tuerie. T'as vu? T'as vu? Il y a du sang. Allez, salut, viens les enfants. À demain. Oui, alors Christian, on quitte cette épicerie sympathique. Mais il en existe encore beaucoup. Oui, hein. Oui. Je crois qu'il faut toujours aller plutôt dans ces lieux sympathiques et plutôt que dans les grandes surfaces. Christian, tes ouvrages sont extrêmement documentés, donc on peut difficilement les résumer. Là, tu nous as donné envie de les lire. Donc celui-là est en cours de réimpression. Oui, hein, c'est un succès. Tout à fait, oui. C'est un succès, c'est bien. Mais disons qu'il est le seul, en tout cas, à aborder ce sujet-là, donc j'ai pas trop de mérite. Mais Boris, hors antenne, la demandait si la presse s'était intéressée à cet ouvrage. Et si on t'avait pas reproché de finalement vouloir tuer le commerce équitable? Il y a eu deux approches. D'abord, ce que j'ai oublié de dire au tout début, peut-être, c'est que avant de sortir ce bouquin, je me suis moi-même posé la question. Je me suis dit, mais dans le fond, j'ai des amis qui font de l'équitable. Je connais des gens qui, depuis 20 ans, font des marchés en plein air, dans le froid, etc., pour vendre 3-4 paquets de café. Je me suis dit, bon, je vais flinguer tout ça, et c'est pas vraiment l'objectif. En plus, équitable, j'y crois. Donc, le risque, c'est peut-être tout casser. Et c'est vrai que j'ai contacté plusieurs acteurs. J'ai rencontré, bien sûr, Max Havelaar, le premier, évidemment, Minga. J'ai rencontré aussi les gens d'Artisans du Monde. Et à part un que vous imaginez, tous m'ont dit, mais dans le fond, il faut qu'il y ait un débat. C'est pas possible. Il faut qu'on y arrive, et donc il va falloir qu'on en parle. Et finalement, ce bouquin peut nous rendre service. Quelque part, il va nous gêner, c'est évident, mais aussi quelque part, il faut qu'on parle du sujet. Donc, ils m'ont plutôt encouragé. Et c'est vrai que ça pose un problème pour des gens, j'allais dire le consommateur bobo, c'est-à-dire celui qui va à l'hypermarché, qui sait même pas ce que veut dire équitable, qui remplit un caddie, on sait pas trop de quoi, qui met dessus un petit paquet de café équitable. Celui-là, il est perturbé parce qu'il a entendu dire que oh là là, l'équitable, c'est peut-être pas ce qu'on croyait. En revanche, des gens qui liront le bouquin, c'est pour ça que qu'on le lise, qu'on l'emprunte, peu importe, mais en tout cas, je pense qu'il faut le lire et jusqu'au bout. Et qu'on le vole, ouais, ça me dérange pas trop. C'est bon, mais en tout cas, qu'on lise au moins jusqu'à la conclusion, parce qu'il y a la conclusion là-dedans. Je vais mettre le mien de côté, la conclusion est importante, c'est-à-dire que je l'ai fait volontairement très long, tu l'as certainement remarqué. Alors je vais pas être très gentil, mais je vais dire pourquoi, parce que on sait que c'est un gros bouquin, il fait 500 pages. Souvent, les journalistes n'ont pas le temps, ils lisent l'introduction et la conclusion. Et moi, je leur impose du coup à avoir un petit résumé dans la conclusion. C'est pour ça qu'elle est longue, je remets une couche à la fin. Bon, tout ça pour dire que voilà, il faut lire jusqu'au bout, et si on lit jusqu'au bout, on verra que c'est pas une critique du commerce équitable, c'est une critique d'un certain commerce équitable, c'est un état des lieux. Le commerce équitable, c'est une bonne idée. Ça peut être autre chose que ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc, il y a eu une dérive. De toute façon, ce que j'ai écrit là, tôt ou tard, ça laisse savoir. Parce que les gens se demandent, quand on va chez McDo et qu'on connaît le sort du personnel et qu'on voit du café équitable, quand on va dans le groupe Accor, quand on sait comment ont été traitées les femmes de chambre, on se rappelle des grèves des femmes de chambre, 1,63€ pour faire une chambre en 17 minutes chrono, etc. Bon, quand on va chez Starbucks et qu'on a lu le bouquin de Naomi Klein, Nos logos, quand on sait comment sont traités les équipiers chez Starbucks, etc. Bon, et chez Leclerc, enfin les caissières, bon, et dans la grande distribution, on sait bien que le consommateur un jour va s'interroger. Tout pendant qu'on achetait un paquet de café équitable chez Artisans du Monde, on pouvait se dire bon, pas de souci. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un gros malaise quand même. Donc voilà, bon, le bouquin dérange certainement. Il dérange de moins en moins, puisque j'ai même été appelé à l'Assemblée générale d'Artisans du Monde pour en parler. Je suis invité pas mal dans le milieu de l'équitable, donc les gens ont compris. Voilà. Bon, Max Havelaar est un peu coincé, on comprend pourquoi, mais c'est pas très grave. Et puis voilà, il y a un vrai débat qui s'installe en Belgique, parce que c'est important. En Belgique, le commerce équitable est très important. Débat qui s'est installé en Suisse aussi. Un débat qui s'installe en Hollande. Le bouquin n'a pas été traduit, mais au pays de Max Havelaar, eh bien, il y a un vrai débat par rapport à tout ça. Donc, je crois qu'en France, ça arrive aussi. Il y a eu beaucoup de presse, il y en a de plus en plus. Il y a eu Le Monde, il y a eu Femme Actuelle aujourd'hui. Enfin bon, une foule de journaux. Paris Match jeudi prochain. Enfin bon, voilà, y compris des grands journaux généralistes. Donc, je crois qu'on en parle de plus en plus. J'ai fait pas mal d'articles dans le numéro hors série qui va sortir donc de Politis. Je vais pas tout dire, mais il y aura une révélation là-dedans, et notamment un entretien avec le père Franz van der Hoff qui explique que bah oui, Max Havelaar lui a échappé, c'est pas tout à fait ce qu'on croyait, ce qu'il croyait en tout cas, et que bon, il y a pas mal de solutions en tout cas qu'il préconise pour revenir à un véritable commerce équitable.
Alors, avant de terminer, juste en termes d'information, est-ce qu'au-delà des 2 livres sur lesquels on peut vraiment bien se renseigner sur à la fois la grande distribution et donc les coulisses du commerce équitable, est-ce qu'il y a des rendez-vous, parce qu'on entend souvent parler de rencontres, de salons qui se tiennent à droite à gauche sur l'idée du commerce équitable. Est-ce que là, par exemple, prochainement, il y a des endroits où on peut aller pour se renseigner et toucher du doigt justement cette production qui a l'air quand même assez foisonnante malgré tout en termes local ou international? Oui, mais il y en aura beaucoup. Le problème, c'est justement, là aussi, il faut faire le tri. Il y a chaque année une quinzaine du commerce équitable qui est du 1er au 15 mai, avec tous les acteurs qui, là, effectivement, essayent de communiquer. L'un d'entre eux a beaucoup de sous, on le sait, touche beaucoup de subventions, donc communique beaucoup, parle beaucoup de son approche, de sa version du commerce équitable. Les autres aussi essayent de communiquer, donc je crois que pendant cette quinzaine, il y a beaucoup de débats, il y en a dans les universités, il y en a un petit peu partout. Et puis, il y aura un très gros salon au mois de octobre, je crois, qui est expo à nouveau à l'île Saint-Denis, donc organisé par le réseau Minga, mais pas seulement, où là, on parle vraiment d'équitable. Et l'avantage de ce salon, c'est que on débat, c'est-à-dire que vraiment, on parle de tout, il n'y a pas de tabou, on s'explique, on discute. Et je crois que de plus en plus les gens veulent comprendre. Il y a aussi la presse. Je crois que pendant cette quinzaine, il y a beaucoup de débats dans la presse aussi. J'en ai encore fait un ce matin, donc qui sera publié prochainement dans La Vie, le magazine La Vie, donc où on discute avec Alter Eco, sur l'approche oui ou non, faut-il aller dans les hypermarchés, etc. Enfin bon, je crois que c'est l'occasion, oui, vraiment de débattre, quoi. Donc de dépasser le côté sympathique commerce équitable marqué sur un produit, mais vraiment de se poser des questions sur le commerce. Et le grand quand même mérite que je reconnais à Max Havelaar, malgré tout, je suis un peu critique, mais au moins un mérite, c'est d'avoir interpellé le consommateur. Et quand on parle commerce équitable, c'est vrai que par différence, on se dit dans le fond, si ça existe, c'est qu'il y a un commerce inéquitable quelque part. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que si les gens poussent un peu, se documentent, on se rend compte qu'il y a mille choses à faire, évidemment. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a, on parlait du commerce par rapport au film que vous avez projeté qui disparaît, c'est vrai, mais aussi on voit une foule d'initiatives de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui recréent des commerces de proximité en respectant le fournisseur, en respectant le client. Donc un vrai commerce équitable qui se met en place aujourd'hui. De plus en plus, ce sont les AMAP, ce sont les magasins de vente directe, il y a une foule d'expériences partout. Tu parlais tout à l'heure d'Action Consommation. Justement, il y a un document qu'édite Action Consommation sur ces alternatives et il y a énormément de gens qui pratiquent un vrai commerce équitable. Et puis je voudrais signaler aussi que notre association Experts Comptables Sans Frontières, avec Christian Gerciot, organisera le 1er juin une conférence débat, mais le thème un peu plus large avec pour titre « Le commerce peut-il être équitable ?» Et là, on voudrait à la fois examiner les solutions et les défauts des solutions actuelles en matière de commerce équitable, et puis peut-être aussi toute la notion du commerce et revenir à des prescriptions religieuses qui pouvaient exister et qui réglementaient le commerce et que tout le monde a largement oublié parce qu'on en est arrivé à cette mondialisation et à cette financiarisation de l'économie. Mais sans anticiper sur ce débat, je crois que le commerce ne peut être qu'équitable, évidemment. Je crois que c'est évident. La conclusion, je crois, c'est qu'il faudra un peu plus de morale. Et la morale et l'éthique permettent de résoudre beaucoup de problèmes, pas seulement dans le commerce d'ailleurs. Donc merci Christian, merci Boris de nous avoir accueillis. C'est pas moi, c'est Azalea. Mais... Merci Azalea en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux acheter comme café moi alors demain? Parce que moi tous les matins j'achète mon café équitable au supermarché pour avoir bonne conscience. C'est une bonne question parce que souvent on se dit mais dans le fond comment faire Et c'est vrai moi j'ai pas de recette honnêtement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de repère, il n'y a pas de label, donc il y a des gens qui s'engagent. Il faut regarder ce que chaque acteur propose du commerce équitable et jusqu'où il va. C'est vrai que si on regarde un peu, on voit qu'il y en a. Je vais pas faire de la pub ce soir pour une marque, mais on voit qu'il y en a qui vont plus loin que d'autres. Donc ça veut dire que le consommateur va pas pouvoir se contenter de ces deux mots magiques, commerce équitable. Il faut aller voir derrière quel est l'engagement, quel est le cahier des charges, à quoi on s'engage. Si on regarde de plus près, eh bien on verra, je citais tout à l'heure une marque qui va plus loin puisqu'on a torréfaction sur le lieu de production, etc., emballage et autres. Donc on voit que des gens vont beaucoup plus loin. Je crois qu'il faut privilégier ceux qui vont plus loin et pas seulement ceux qui sont dans le superficiel. Juste Et le paquet de café, donc, je pense qu'on parle de celui distribué par Minga, coûte combien pour le consommateur ici, dans un pays du Nord?
Normalement, je serais tenté de répondre pas plus cher, parce que si on est dans un vrai, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis quand même, mais si on est dans un vrai commerce équitable, eh bien théoriquement, on doit avoir une juste répartition du prix. On n'est pas dans l'interpellation de dire il faut que le consommateur paye plus cher pour que le café soit équitable. Si c'est un vrai café équitable, on doit répartir autrement, c'est-à-dire que le distributeur doit prendre moins, que le torréfacteur doit prendre moins pour donner plus aux producteurs, etc. Donc là, on est vraiment dans l'équitable. Si on accepte le principe en revanche de dire il faut que le consommateur paye plus cher pour que le produit soit équitable, on voit très vite qu'on pose une limite, parce que les gens n'ont pas des budgets extensifs, donc on va peut-être acheter un paquet de café équitable, le reste sera pas équitable forcément, sinon ça veut dire accepter de dépenser beaucoup plus, les gens n'ont pas les moyens pour ça, et donc on va réserver l'équitable, une espèce de, je sais pas le terme, mais d'élite de la consommation, de gens qui vont avoir les moyens de la charité, de faire un peu de bien, et puis tous les autres, soit seront privés parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit de toute façon ne pourront pas consommer équitable. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on pose tout de suite une limite à l'étendue, enfin au champ de l'équitable finalement. Donc pour moi, l'équitable, c'est pas une question de prix. Le prix a été payé. Quand on achète un kilo de tomates 2,50 € ou 3 €, que 35 centimes reviennent aux paysans, là-dedans, on a payé l'équitable. Il n'est pas question de payer 3,20 €, 3,30 € le kilo de tomates. Simplement, il faut qu'on répartisse autrement la richesse. C'est vrai pour le café, c'est vrai pour le cacao. Alors, petite nuance, parce que quand on parle des Futuro de Minga par exemple, c'est vrai que ce sont des petits volumes aujourd'hui, donc c'est vrai que malgré tout l'équitable coûte un peu plus cher parce qu'on a plus de coûts de transport, parce que il n'y a pas les économies d'échelle que peuvent avoir évidemment les grands torréfacteurs. Mais globalement, l'équitable c'est une juste répartition du prix, c'est pas un prix payé en plus par le consommateur. Faute de quoi, on l'auto-limite et donc ça ira pas très loin. C'est le produit pour Bobo effectivement, hein, c'est le petit paquet de café qu'on met sur le sommet d'un caddie, ça n'ira pas plus loin. Et donc là on est très très loin de ce levier de transformation de la société qu'avaient promis effectivement les précurseurs du commerce équitable. Pour terminer, pour vous départager, mais juste un avis de consommateur, un témoignage dans la rue du Maroc. Là, il y a une petite boutique de commerce équitable, effectivement. Et alors, je sais pas si c'est vrai, mais moi, je l'achète là. Ils vendent du café qui est fait au Chiapas, qui se présente comme sous le label Zapatiste. Et si en plus de boire le café, d'aider les petits producteurs indiens, on donne un coup de main sous commandant Marcos, moi, je trouvais ça pas mal, quoi. Et en plus, il faut que ce soit bio, parce que sinon. Ça, je sais pas. Non, mais tout à fait. Là aussi, il y a un débat. Bon, c'est peut-être trop tard maintenant pour l'entreprendre. J'en ai fait 2 pages pour Politis, mais exactement, le bio ne va pas sans l'équitable et inversement. C'est très très important. Si on n'est pas en bio, d'abord, on va détruire la nature, donc on va peut-être faire de l'équitable, mais on va balancer de la chimie dans tous les sens. Et puis, en plus, si on parle d'équité, il faut savoir que on a, j'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, des ouvriers agricoles qui vont travailler sur des sites de production avec de la chimie, donc des insecticides, des pesticides, des engrais chimiques, des gens qui vont être complètement brûlés. Mais il y a actuellement un reportage qui est sur le site de la télévision suisse romande, la TSR, qui montre des gens qui travaillent dans des plantations d'ananas équitables, qui ont les mollets mais brûlés comme brûlés au lance-flamme véritablement par les produits chimiques. Des gens qui travaillent sans protection, sans masque, sans rien du tout. Donc si on parle d'équité, évidemment, la bio est va forcément avec. Bien, merci, bonsoir à tous et à bientôt. Merci. Monsieur le Boucard.